Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire va démarrer, donc on est ravis d'être avec vous aujourd'hui et encore plus de voir que vous êtes aussi nombreux. Là, vous êtes à peu près une soixantaine, je crois, ou un petit peu plus. Mais environ 300 personnes se sont inscrites à ce webinaire, donc ça montre bien quand même l'intérêt général pour un sujet qui nous concerne tous et qui nous rassemble tous aussi, puisqu'il constitue une menace réelle. Donc c'est le sujet du changement climatique. Moi, je me présente, je suis Alice Brasquies, je suis chargée de mission charte au Parc national du Mercantour et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, quelques petites précisions pour le déroulement. Tous les micros sont coupés pour éviter tout bruit parasite parce que vous êtes déjà nombreux et vous allez encore être plus nombreux à participer à ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans l'onglet Q&R que vous voyez en bas dans le bandeau de Zoom, Q&R pour questions-réponses. Donc, je vous invite à les poser au fur et à mesure du webinaire parce que vos questions, elles sont toutes les bienvenues, mais en plus de ça, elles vont vraiment permettre de faire vivre ce webinaire et d'enrichir les échanges. On a une équipe de choc côté Parc National qui pourra répondre au fur et à mesure par écrit à vos questions et on prendra aussi un petit temps durant le webinaire pour répondre oralement à ces questions, pour les approfondir pour celles qui le nécessiteront. Et pour rendre cette présentation dynamique, on va vous solliciter de temps à autre au travers de petits quiz pour que vous puissiez participer un petit peu plus activement. Et je vous informe aussi que ce webinaire, il est actuellement enregistré et qui sera mis en ligne un peu plus tard sur le site internet du parc, mais vous recevrez l'information quand il sera mis en ligne. On va accueillir plusieurs intervenants pendant ce webinaire. Dans un premier temps, on va pouvoir présenter l'évolution climatique dans le Mercantour de 1950 à 2100. Ensuite, on pourra vous présenter les effets possibles du changement climatique en termes de risques sur le patrimoine naturel et aussi sur les activités humaines. Et enfin, on aura une petite séquence de regards croisés sur deux démarches d'adaptation en cours sur d'autres territoires, à savoir la station de Métabier dans le Jura et Saint-Pierre-de-Chartreuse dans la Chartreuse. Et enfin, on pourra vous présenter la démarche de plan d'adaptation au changement climatique portée par le Parc national du Mercantour avant de clôturer ce webinaire. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite et je vais passer la parole à Aline Como, qui est la directrice du Parc national du Mercantour. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes bientôt 100 et je crois 300 se sont inscrits pour être à nos côtés aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle démarche qui émane de l'évaluation de la charte du Mercantour qu'on a fait l'année dernière et au cours de laquelle vous avez été nombreux à nous inciter à mieux associer le territoire à nos décisions. Nous allons aujourd'hui partager les connaissances qu'on peut avoir sur ce qui nous attend sur le changement climatique sur notre territoire, comment on pourra adapter nos actions à ce nouveau contexte et on souhaite vous associer à cette démarche. Voilà le but de ce séminaire. Alors, bref rappel, le parc du Mercantour, c'est d'abord un territoire de montagne qui regroupe 1800 km² et qui a une biodiversité exceptionnelle puisqu'elle est à la confluence de plusieurs aires géographiques et de plusieurs climats à la fois alpins et méditerranéens. Et grâce à ça, ça a rassemblé un taux d'endémie, c'est-à-dire une particularité en termes de biodiversité qui est exceptionnelle, qui en fait un hotspot européen. Et qui a donc justifié la création de notre parc il y a bientôt 45 ans. Et donc, depuis cette époque, on essaye de trouver un équilibre entre la protection de cet espace unique et l'existence des usages, l'accueil du public et les activités socio-économiques qui drainent notre territoire. Donc, je vous rappelle rapidement qu'on a deux zones dans le parc national du Mercantour, une zone centrale qui est protégée avec une réglementation particulière et une zone périphérique qui est une aire où on promeut des initiatives de développement local. Donc, on a trois grandes missions. D'abord, connaître pour mieux protéger ce patrimoine, accueillir et sensibiliser et développer. Cet équilibre-là, on espère l'avoir atteint depuis 45 ans, mais le changement climatique change un peu la donne. Les prospectives du plan national nous incitent à réfléchir à un climat à plus de 4 degrés en 2100. Qu'est-ce que ça change dans cet équilibre? C'est ça qu'on va essayer de travailler avec vous. On va essayer de vous partager comment nous, on voit déjà très concrètement
qu'est-ce que ça change aujourd'hui et qu'est-ce que ça va amplifier demain? La gestion des sentiers, l'accueil du public, le maintien de certaines activités économiques. Donc, on va essayer de le partager ensemble pour définir ensemble la trajectoire la plus souhaitable. Et dans le périmètre que je viens de vous présenter, et surtout dans le mandat des actions du parc, qu'est-ce qu'on va devoir changer? Parce que là, la question, c'est même pas est-ce que ça va arriver, mais c'est plutôt comment on s'y prépare. Et donc, on souhaite s'y préparer avec vous. Et c'est pourquoi on a souhaité vous associer à ce premier webinaire pour déjà partager notre vision de futur et l'enrichir avec vos retours. Et pour ça, on s'est fait appuyer par notre conseil scientifique. Et je voudrais remercier aujourd'hui, ils sont représentés Nicolas Viau, qui est géographe et climatologue, et surtout Monsieur John Thompson, à qui je vais donner la parole, qui est président du conseil scientifique du Parc national et qui nous a déjà beaucoup éclairé de ses compétences et que je vais vous présenter dans la foulée. Merci encore. John, à vous. Merci beaucoup, Aline. Et bonjour à toutes et à tous. Comme disait Aline, le Parc national du Mercantour se trouve sur une terre de transition, ce gradient qui va du climat méditerranéen au climat montagnard, voire alpin. C'est bien la singularité de ce parc, et c'est quelque chose qui le distingue des autres parcs nationaux dans le massif alpin. Cette transition méditerranéenne montagnard. Et donc, avec cette transition, ça va nous distinguer d'autres sites dans notre plan d'adaptation locale au changement climatique, et il va falloir être innovateur là-dedans. Donc, depuis maintenant plus de 45 ans, le parc du Mercantour est un territoire d'observation, de suivi, de découverte, de disciplines qui se croisent. Mais maintenant, les choses changent, le contexte n'est plus le même. Il suffit de feuilleter le dernier cahier technique du groupe régional d'experts sur le climat et la transition dans les Alpes du Sud pour savoir que le changement climatique, le dérèglement climatique frappe très fort les massifs de la montagne des Alpes du Sud. Et depuis l'apparition de ce document en 2018, vous le savez tous, on a eu 2 tempêtes de violence extrême, on a eu 2 années de sécheresse aiguë et prolongée. Le dérèglement climatique est bien là, et dans ce webinaire, on va apprendre un petit peu, de manière plus précise, ses contours. Donc, en plus de son activité de valorisation d'un héritage, le Parc national du Mercantour a besoin de s'investir dans une surveillance précise des changements en cours. Cette situation géographique l'oblige, le suivi des groupes d'espèces vulnérables, l'utilisation de méthodes modernes pour le suivi des espèces, tout cela va être au cœur de la démarche pour cette nature sauvage, sa biodiversité, mais aussi ce nouveau contexte, et surtout la récurrence des sécheresses prolongées, qui commence à avoir des implications très importantes pour les usages des espaces de la nature, plutôt la nature ressource. Et donc, les programmes interdisciplinaires que le parc commence à mettre en place vont être essentiels pour évaluer la ressource en eau, les solutions possibles, comment être efficace dans le stockage, etc. Donc, ces programmes interdisciplinaires au cœur de la démarche. Et donc, c'est pour ces raisons-là que je salue la démarche du parc. Ce plan d'adaptation climat, ça va ouvrir une nouvelle page dans son histoire avec un shift de territoire d'exception à un territoire d'observation, un territoire où on va suivre la nature, suivre les changements. Et c'est un territoire idéal pour penser l'évolution de la biodiversité et des pratiques humaines en lien avec les changements climatiques à venir et les mesures futures qu'il va falloir prendre un jour. Donc, de ce territoire d'exception dont on a toujours parlé depuis 1979, elle va changer, elle va devenir, je pense, avec ce programme, un territoire d'adaptation, voire dans les années qui viennent, un territoire d'anticipation. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous les deux. Avant de passer la parole au prochain intervenant, on va vous proposer un petit premier quiz interactif que vous voyez affiché normalement en pop-up sur l'écran. Donc la question, c'est d'après vous, dans quelle mesure le territoire du Mercantour sera-t-il impacté par le changement climatique à l'avenir? Est-ce qu'il le sera un peu? Est-ce qu'il le sera beaucoup? Est-ce qu'il ne le sera pas du tout? Et peut-être qu'il l'est déjà, ou peut-être que vous ne savez pas. Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre et après, on partagera les résultats et on en discutera. Je vois que ça va très vite, vous participez bien, c'est très bien. Hop, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Vous les voyez normalement affichés à l'écran. Les réponses, c'est beaucoup et il est déjà. Et vous avez raison. En fait, les impacts du changement climatique, ils sont très marqués dans les territoires de montagne. Hein, par exemple, dans les Alpes, la température, elle a déjà augmenté d'environ 2 degrés en moyenne, ce qui est presque 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et c'est encore plus vrai dans le territoire du Mercantour, qui est un territoire particulièrement exposé en raison de sa géographie et des fortes pressions qui s'y exercent. Et pour mieux comprendre ça, je vais passer la parole à Nicolas Viau, qui est enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur, aussi géographe climatologue spécialisé dans le changement climatique et la pollution atmosphérique, qui est aussi membre du Conseil scientifique du Parc national du Mercantour, et enfin membre du Haut Conseil local pour le climat et la biodiversité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je vous passe la main, Nicolas. Merci. Bonjour à tous, merci au parc de m'avoir sollicité pour vous expliquer un peu plus concrètement les effets, les prémices de l'évolution climatique sur ce territoire. Donc là, vous avez une illustration, alors que je n'ai pas réalisé moi-même, hein, c'est le parc qui l'a réalisé, donc qui est très pédagogique, il me semble. Et on va pas parler de tout, je vais zoomer sur 3 variables essentiellement. On va parler de l'évolution des températures, à la fois en moyenne et à la fois pour les extrêmes. On va parler de l'évolution des précipitations, le trop de précipitations ou le pas assez, parce que les deux posent problème. Et on finira par parler d'une forme particulière des précipitations, qui sont les précipitations solides, donc la neige, puisque vous savez que le territoire du massif du Mercantour, régulièrement, enfin chaque année, il y a de la neige. Il y a une activité hivernale touristique assez importante pour ça, mais il y a aussi un impact sur la faune, sur la flore. Et donc, le fait que la neige évolue va nécessairement impacter la faune et la flore dans l'avenir. Alors, on va commencer par les températures. Donc, on prend à l'échelle un peu plus large que le parc du Mercantour. On est à l'échelle de la région PACA. Là, c'est Météo France qui nous propose ce graphique, qui vous montre rapidement des bulles qui correspondent à quoi? À des vagues de chaleur qui ont eu lieu dans le passé. Plus on est en haut à droite du graphique, plus elles sont longues, ces vagues de chaleur, et intenses. Donc on voit tous, on se souvient, pour ceux qui étaient nés déjà en 2003, qu'il a fait très chaud en août 2003. On sait que plus récemment, en 2023-2019, il y a aussi des vagues de chaleur, moins longues que 2003, mais plus intenses. On était encore plus au-dessus de la moyenne des températures. Et si on regarde toutes les petites bulles et les dates qui sont marquées dans ces bulles, on voit très peu de dates en deçà de l'an 2000. On aperçoit 83, 47, 52. Alors 47 et 52, c'est vraiment des exceptions, on a envie de dire, hein, parce que globalement, l'évolution du temps fait qu'on va de plus en plus vers le haut et la droite de ce schéma. Alors, on a étudié ça dans le laboratoire dont je fais partie, et notamment avec une doctorante qui est actuellement en thèse. Hein. On s'est focalisé surtout sur l'évolution de la circulation atmosphérique, parce que c'est la circulation atmosphérique, hein, donc le déplacement des masses d'air, qui domine, qui régit le temps qu'il fait localement ici et là. Et donc, on a cherché à savoir quels étaient les types de circulation atmosphérique qui entraînaient des vagues de chaleur dans le sud-est de la France, notamment dans le parc du Mercantour. Donc, vous avez une illustration là, des 2 cartes à gauche au milieu qui vous montre une vague. C'est une vague de chaleur. Alors, c'est pas rouge parce que c'est chaud, c'est rouge parce que ce sont des hautes pressions. Et globalement, haute pression et température, ça va assez bien ensemble. Et donc, quand on a ce qu'on appelle une dorsale anticyclonique, si vous préférez un dôme de chaleur, c'est comme ça souvent qu'il l'appelle à la météo, eh bien, quand on a une dorsale anticyclonique, ce dôme de chaleur, il fait plus chaud. Et vous voyez cette classe de circulation atmosphérique est de plus en plus fréquente dans le temps, puisque le graphique du milieu, avec le trait, la diagonale verte là, qui est inclinée vers le haut, vous montre depuis 1950 jusqu'en 2020, par là, l'évolution du nombre de jours par an pendant lesquels on observe ce type de circulation qui induit une vague de chaleur. Et donc on voit qu'en 60 ans, on a à peu près doublé le nombre de jours pendant lesquels il faisait chaud. Alors ce n'est pas évidemment une augmentation linéaire, vous voyez très bien, le trait vert il est linéaire, mais c'est un ajustement statistique. On voit très bien qu'il y a une forte irrégularité interannuelle avec ce trait noir en dents de scie, mais la tendance sur le long terme
et donc c'est bien ça qu'on observe, hein, qu'on veut étudier, le changement climatique. La tendance sur le long terme nous dit qu'il y a de plus en plus de vagues de chaleur et de plus en plus longues plus le temps passe. Donc ça, c'est l'observé. On n'a pas pour l'instant encore de projection pour le futur pour ce type de circulation atmosphérique. La doctorante y travaille notamment, et dans un futur proche, on pourra vous proposer donc le nombre de jours de forte chaleur à venir en fonction des différents scénarios. Là, ce que je vous montre actuellement, ce sont des cartes de température moyenne. C'est les températures en juillet, les max l'après-midi donc. Et c'est le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Ce n'est pas tout à fait le territoire du massif du Mercantour, mais dans le nord de ce territoire-là, une grande partie, c'est le massif du Mercantour et c'est le parc du Mercantour. Et donc, on voit sur ces 3 diapos le temps que j'appelle, moi, observé, passé les 20 dernières années globalement du XXe siècle. Puis ensuite, en fonction des scénarios, on va dire optimistes au milieu, pessimistes ensuite, le climat actuel. Combien d'évolutions depuis 20 ans. Donc plus 1,44, c'est depuis 20 ans seulement. Tout à l'heure, Alice vous disait qu'en montagne, en France, on a pris 2 degrés depuis l'ère pré-industrielle. C'est vrai, mais ça va très très vite, plus le temps passe. En fait, ces 2 degrés, on les a surtout pris très récemment. Ça fait une quarantaine d'années. Et on voit qu'en fonction des 2 scénarios, il n'y a pas une évolution qui est commune. C'est normal, les émissions ne sont pas les mêmes en fonction des 2 scénarios. Si on accélère un petit peu dans le temps, on passe cette fois-ci à la période climatique future pour dans 25-30 ans, on voit que en fonction des 2 scénarios, l'évolution climatique, elle continue. Il n'y a pas nécessairement une très grande différence entre ces 2 scénarios. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les différences s'expliquent quand même, mais on voit que quelles que soient finalement nos émissions actuelles, dans 20, 25, 30 ans, le résultat sur le climat sera à peu près le même. C'est ça qui est relativement décourageant dans les efforts à produire, c'est que quoi qu'on fasse aujourd'hui, il n'y a pas un impact immédiat, c'est un impact uniquement sur le long terme, c'est un impact sur la fin du siècle. Vous voyez que là, entre les 2 scénarios, celui du milieu qui est optimiste, celui de la fin qui est très pessimiste, il y a une très nette différence. Donc soit on prend 4 degrés au milieu, soit on prend 7 degrés, donc c'est pas la même chose quand même. Donc voilà, les efforts qu'on peut faire maintenant, c'est pour la fin du siècle qu'on verra les différences. Là, c'était la température moyenne. On peut parler aussi des vagues de chaleur, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ce dont on a parlé précédemment, hein, quand il y a une dorsale anticyclonique très, très importante. Et donc, on voit que pour les vagues de chaleur, on retrouve les mêmes couleurs, globalement, les mêmes augmentations, mais on voit qu'on est 2-3 degrés au-dessus des moyennes. Hein, toujours, alors, c'est le mois de juillet, mais on pourrait très bien faire le parallèle avec le mois d'août. Ce sont 2 mois qui se ressemblent beaucoup. Et donc, on voit que pour les vagues de chaleur actuellement, on a également pris à peu près 2 à 4 degrés en fonction des scénarios pour le climat actuel. On pourrait passer à plus 4, plus 5 degrés pour le milieu du siècle et atteindre 4 à 7 degrés pour les vagues de chaleur à la fin du siècle. Ça veut dire que si on prend une température que peut-être vous connaissez mieux, celle du littoral azuréen, une vague de chaleur actuelle à la fin du XXe siècle, c'était 29 degrés. Là, on irait plutôt vers 33 ou 35 degrés selon le scénario. Donc il faut imaginer les mêmes températures à la montagne. Moi j'ai déjà observé pendant des vagues de chaleur, notamment à Oron, à Saint-Étienne-de-Tinée plutôt, 36-37 degrés. Et donc ça pourrait devenir très récurrent et voire même quelque chose qu'on observe allez, 1 jour sur 10, parce que globalement ce que j'ai appelé vague de chaleur, là c'est à peu près 1 jour sur 10 pendant le mois de juillet. Donc 3 journées en juillet, 3 journées en août. Donc ça c'était pour les températures. Si on parle maintenant des précipitations, on va commencer par les précipitations extrêmes, celles qui marquent les esprits. Alors là, ce n'est pas un article que j'ai produit moi, pas une recherche que j'ai produite moi, c'est une recherche qui est issue du CNRM, donc du Centre national de recherche en météorologie, c'est la partie recherche de Météo France, qui a synthétisé sur une période de à peu près 60 ans des tendances à partir de, je vais vous montrer le réseau de mesure, il est ici. Tous les petits points bleus que vous voyez, c'est sur l'arc méditerranéen français. Donc là, on n'a que les régions qui sont littorales de la Méditerranée. Hein. Et ce sont des stations météo qui enregistrent des très forts cumuls quotidiens. Donc là, c'est plus de 200 mm en 24 heures. C'est ce qu'on appelle les précipitations extrêmes. Donc épisode méditerranéen, épisode cévenol, c'est à peu près, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que c'est la même chose. Et donc ils ont regardé sur 60 ans, ils voient quoi? C'est marqué en rouge, hausse de l'intensité des extrêmes. Sur 60 ans, ça veut dire que quand il y a un événement extrême, il pleut plus, c'est ça que ça veut dire. Et en dessous, il y a marqué hausse de la fréquence des extrêmes. Ça veut dire que malheureusement, chaque année, enfin en tendance, on va dire décennale, il y a de plus en plus d'événements de ce type. Donc il y a plus d'événements, et quand il y a cet événement, il pleut plus. Et pour le futur, ce qui est envisagé par cette étude-là, c'est que les modèles climatiques, bien qu'ils ne soient pas d'accord, et notamment pas d'accord sur la vitesse à laquelle ça se manifeste, ce changement, cette tendance à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence va continuer. Et donc, pour rappel, mais vous l'avez tous en tête, j'imagine, nous, le dernier épisode, enfin, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, mais le gros épisode qui a marqué
beaucoup les esprits, c'est la tempête Alex, donc, qui a produit ces lames d'eau, donc ces cumuls de précipitations en 24 heures. Là, c'est une carte que nous avons produite au laboratoire, où vous voyez ce qu'on appelle des corridors de pluie. Donc, vous voyez bien des trajectoires en fait, qui ont été suivies par des cellules orageuses qui se sont développées au-dessus de la mer et avec le flux atmosphérique se sont déplacées selon ces lignes, ces diagonales là. Et donc, en fait, il y a une succession de 4, 5, 6, 7, 8 orages qui sont passés, enfin, gros cumulonimbus qui sont passés absolument au même endroit et qui ont permis ces cumuls absolument gigantesques, puisqu'on est arrivé jusqu'à 660 mm à la station du lac des Mèches, dans la Roya. Et donc la Roya a été très très fortement touchée, la Vésubie également, uniquement la Bastinée, on voit que c'est tombé un petit peu sur la Bastinée, mais la Vésubie, une grande partie de la Vésubie a été très impactée. Et donc malheureusement, c'est pas la bonne nouvelle, mais ce genre d'événement, on s'attend à ce qu'il devienne plus fréquent, alors peut-être pas tout le temps aussi intense, parce que c'était le record ça, mais plus fréquent, ça c'est certain. Pour les précipitations, il y a également le côté on n'a pas assez d'eau. Tout d'abord, une petite présentation de comment les précipitations se répartissent à l'échelle annuelle dans notre département. Il y a une forte irrégularité entre l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Là, je vous ai mis les 2 mois extrêmes. Juillet, où il pleut quasiment pas sur le littoral. Il pleut en montagne parce qu'il y a des orages, quand même estivaux. Et vous avez octobre, tout bleu, là, où il pleut à peu près partout. En moyenne, c'est à peu près les mêmes lames d'eau, mais au cas par cas, il peut pleuvoir ici ou là de manière très différente. Mais en moyenne, sur 30 ans, c'est à peu près la même lame d'eau. Quelles sont les évolutions attendues pour le futur? Là, j'insiste plutôt sur le manque d'eau, puisqu'on a, alors pas en 2024, mais en 2021, 22, 23, on a manqué d'eau, beaucoup. Et donc, ce sont des modèles qui vous montrent, pour le modèle, la carte centrale et la carte de droite, qui vous montrent une évolution du cumul de pluie sur plusieurs mois, de mai à septembre, ou de mai à octobre même. Et donc, on voit que les modèles ne sont pas d'accord, parce que j'insiste, ce sont 2 modèles différents. Les modèles ne sont pas d'accord pour le futur. Il y en a un qui vous dit que ça va globalement pas trop bouger, l'autre qui vous dit que ça va beaucoup bouger. Et notamment, ça va s'assécher. Donc, ce qu'il faut retenir pour les précipitations moyennes, c'est qu'on est sûr de rien. Et globalement, les modèles climatiques ne sont pas très capables de modéliser fidèlement l'évolution des précipitations moyennes. Voilà. Et enfin, on va passer à la dernière partie de ma présentation, c'est sur l'enneigement. Donc l'enneigement des cartes issues, enfin des graphiques issus de Météo France, qui vous montrent, alors là c'est de la modélisation, hein, depuis les années 60, la neige, on va dire, modélisée, c'est pas observé, hein, c'est modélisé à 1800 mètres dans les Alpes du Sud, versant nord. Donc on a optimisé, hein, pour qu'il y ait quand même pas mal de neige, c'est le nombre de jours où il y a 50 cm de neige au sol. Ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que, moi j'ai mis un trait rouge, j'aime bien les tendances linéaires sur le long terme, hein, on voit qu'il y a une légère tendance à la baisse de l'enneigement dans les Alpes du Sud, hein. Même si Météo France est plus prudent, parce qu'ils disent qu'il n'y a globalement pas trop de changement, on observe quand même un changement, et si on compare les deux parties, on voit qu'il y a 1993 au milieu où il n'y a pas du tout de neige, il y a une partie à gauche où globalement la superficie des barres verticales est plus importante que la superficie colorée des barres à droite, et donc ça laisse penser quand même qu'il y a une évolution. Voilà. Autre type de données par Météo France, c'est ce graphique-là qui vous montre la quantité d'eau que la neige détient à la fin au milieu de printemps, on va dire, hein, c'est le 1er mai, et on voit que ça, il y a une très, très forte tendance à la baisse dans les Alpes du Sud. Le manteau neigeux disparaît beaucoup plus vite qu'avant, au courant du printemps. Et pour aller vite, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, au laboratoire, avec un autre doctorant, on a étudié le type de circulation atmosphérique, comme pour les canicules, hein, qui était propice aux chutes de neige. En gros, c'est l'acronyme alors barbare STW. C'est une dépression que vous voyez sur la France, sur l'Europe de l'Ouest, qui provoque un flux perturbé sur le massif du Mercantour. Et il y a une très bonne corrélation entre ce type de circulation atmosphérique et les chutes de neige. Vous avez le graphique en dessous, avec les courbes bleues et oranges, qui vous montrent la très bonne corrélation entre le nombre de jours où il y a cette circulation atmosphérique et la hauteur de neige, globalement, dans le massif du Mercantour. Et donc, c'est très bien corrélé. Et on a étudié donc l'évolution de ce type de circulation. Et pour aller très vite, on voit quoi? On voit qu'en bleu, c'est l'évolution passée. On voit qu'elle a baissé. Et on observe une baisse de l'enneigement, donc il y a un lien. Et on voit que pour le futur, en fonction des scénarios, c'est les parties oranges là, on voit que les scénarios très optimistes, 2.6 ou 4.5, ça évolue pas trop, et encore en 4.5 ça baisse un peu, mais pour les pessimistes, ça s'effondre. C'est-à-dire que ce type de circulation propice aux chutes de neige disparaît, pas complètement, mais de moitié en tout cas. Et en plus, la température de l'air augmentant, ça veut dire que ce type de circulation atmosphérique pourrait proposer de la pluie plutôt que de la neige. Donc déjà, il y aura moins de pluie, il y aura moins de précipitations, pardon, et elle se fera sûrement sous forme de pluie. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle.
Et là, c'est l'autre type de circulation, celle dont je n'ai pas parlé, c'est l'anticyclone qui est au milieu, la WA. En gros, c'est une grosse dorsale anticyclonique, c'est une sécheresse hivernale, si vous préférez. Et bien, la sécheresse hivernale tendrait, c'est les parties oranges là, à augmenter dans le temps, donc entre décembre et avril, d'ici à la fin du siècle. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait des sécheresses en été et aussi assez longues en hiver, et de plus en plus, ce qui s'observe malheureusement depuis 4 ou 5 ans maintenant. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, mais j'ai fini mon exposé. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, hein, pour tous ces éléments. On vous invite à nouveau à poser vos questions si vous en avez dans l'onglet Q et R pour questions-réponses qui est en bas dans le bandeau du bas sur Zoom. Et Nicolas pourra y répondre par écrit directement. Et je vais maintenant laisser la parole à mes collègues du Parc national du Mercantour qui vont vous présenter les effets possibles du changement climatique dans le Mercantour. Parce que la question qu'on se pose, c'est à quoi on va se préparer, quels sont les effets possibles du changement climatique en termes de risques sur le patrimoine naturel et sur les activités humaines. C'est à vous, mes collègues du Mercantour. Donc souvent la première chose à laquelle on pense quand on parle de risques liés au changement climatique, ça va être le manque d'eau, avec des sécheresses plus longues, plus intenses, et une diminution globale de la ressource en eau. Dans le Mercantour, ça se traduit par des débits moyens annuels des cours d'eau qui vont baisser. On s'attend à une baisse de ces débits de moins 5 à 10% sur la période 2000-2030, d'après une étude EDF. Ça se traduit aussi par une modification des régimes hydrologiques. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique, donc, qui montre les débits au cours de l'année au niveau d'une station de mesure sur la Tinée, avec chaque courbe qui représente une année et des années qui sont modélisées dans le futur. Et donc, on voit que la courbe se tasse et se décale un peu plus tôt dans l'année, puisqu'il y aura plus de précipitations sous forme de pluie et donc moins ce pic de fusion de la neige, et que la neige qui fond plus précocement donc décale la courbe vers la gauche. Et puis la saison d'étiage, donc la saison où les débits sont les plus faibles, se déplace, passe de l'hiver à l'automne. Donc ça implique que le stock d'eau contenu dans la neige sur lequel on pouvait compter jusque-là, on va de moins en moins pouvoir compter dessus. Il y a aussi l'intermittence des cours d'eau, auquel le territoire va être de plus en plus exposé. Ouais. Donc en fait, l'intermittence des cours d'eau ou des autres masses d'eau, ça signifie que les milieux aquatiques vont pouvoir régresser temporairement. Et ça se traduit déjà, ça se voit déjà sur certains lacs, par exemple, dont le niveau baisse drastiquement à certaines périodes. Et puis, ça renforce aussi l'augmentation de la température, puisque le volume diminue. Et puis, à terme, ça pourrait conduire même à la disparition complète de certains lacs qui sont peu profonds ou petits. Il y a aussi des effets qui sont moins visibles, par exemple sur les nappes souterraines, ce qui impacte aussi les zones humides, même si ces effets ne se voient pas toujours immédiatement, parce que les zones humides, elles fonctionnent un peu comme des éponges, et donc pendant un temps, elles peuvent garder un peu d'eau qu'elles vont relâcher par la suite. Mais de manière générale, cette diminution de la ressource en eau, elle va affecter quand même toute la biodiversité, tous les habitats et toutes les espèces du territoire. Et puis sur le Mercantour, les sécheresses s'allongent, en été et en automne en particulier, avec l'augmentation des températures et des absences prolongées de précipitations, comme on a parlé avant. Et ce phénomène, il s'étend du littoral vers les montagnes et il atteint de plus en plus des altitudes qui auparavant étaient épargnées. Sur une année, en automne, en général, d'habitude, c'est une période qui permet de recharger, de réalimenter les nappes. Sauf que de plus en plus, les automnes sont secs, avec des pluies qui tardent à venir, qui sont irrégulières, ou alors qui tombent de manière trop violente pour être absorbées. Et du coup, ça va creuser le déficit en eau qui s'accumule pendant l'été. Et ça va rendre après les cours d'eau et les nappes plus fragiles pour passer l'hiver et le printemps. Donc le Mercantour, souvent on en parle aussi comme on l'appelle un peu le château d'eau du littoral azuréen, parce que les cours d'eau qui y prennent naissance alimentent directement la côte, où il y a déjà une forte pression, des forts besoins en eau. Et donc en fait ces territoires, comme ils sont interconnectés, les sécheresses en amont ont fortement impacté, mécaniquement, la disponibilité en eau en aval. Et puis ça aura aussi, ces sécheresses, des impacts sur les activités comme la randonnée,
avec des inconforts thermiques pour les randonneurs qui vont subir des fortes chaleurs. Les refuges aussi, où on voit déjà une forte tension autour de l'approvisionnement en eau, risquent de connaître des difficultés. Et en fait, ça s'est déjà observé, par exemple, chez nos voisins, le parc Alpes-Maritime, où il y a des refuges qui ont dû fermer lors des sécheresses, lors de la sécheresse de 2022, puisqu'ils ne pouvaient tout simplement plus accueillir du public et leur fournir les services de première nécessité à cause de ce manque d'eau. Donc, le deuxième risque dont on voulait vous parler, c'est l'évolution du régime des avalanches qui va s'en trouver modifié du fait du changement climatique. On a des analyses des dernières décennies dans les Alpes françaises qui montrent clairement que les avalanches, elles vont évoluer avec le réchauffement climatique et le changement des conditions d'enneigement, comme on évoquait tout à l'heure. Plusieurs tendances s'observent. Déjà, on aura une plus grande variabilité du nombre d'avalanches d'une année sur l'autre, mais aussi on aura un recul des altitudes d'arrêt des avalanches, c'est-à-dire que la neige va s'arrêter plus haut. Ça parce que la neige en mouvement, elle a un frottement plus élevé lorsque la température augmente. On remarque globalement une diminution des avalanches qu'on appelle en aérosol, que vous voyez sur la gauche de votre écran, qui sont des avalanches qui sont constituées d'un nuage de particules de neige en suspension dans l'air. Et c'est des avalanches qui se produisent plutôt par temps sec et qui ont tendance à dévaler très rapidement la pente. À l'inverse, on devrait avoir une augmentation des avalanches de neige humide qui, en fait, se produisent plutôt, elles, en fin de saison. C'est celle que vous voyez sur la droite. C'est des avalanches qui arrivent quand les températures sont plus élevées, lorsqu'il y a des réchauffements marqués et lorsqu'il y a des précipitations intenses. Parce que la neige, en fait, elle devient plus dense, elle se déplace plus vite parce qu'elle contient beaucoup plus d'eau liquide. Donc, il faut quand même indiquer qu'à l'échelle globale, ces évolutions, elles diffèrent selon l'altitude. On a plutôt à basse altitude une activité avalancheuse qui a plutôt diminué et assez fortement depuis 1980 du fait de la réduction de l'enneigement, qui est clairement liée au réchauffement climatique. En revanche, à haute altitude, cette activité, elle a plutôt augmenté et c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis les années 80. Et ça, c'est probablement lié à une plus grande variabilité du climat hivernal. En résumé, on peut dire qu'en fait, sur cette question des avalanches, les projections climatiques dans le Mercantour, mais même plus largement dans les Alpes, elles prévoient une tendance à la baisse générale des avalanches à moyen terme, du fait de moins de neige, de la raréfaction de la neige. Mais dans un futur plus proche, qu'on estime à 2030-2040, ces avalanches, elles risquent d'être plus dangereuses, parce qu'on aura du coup davantage d'avalanches de neige humide qui sont réputées être plus dangereuses. Ces avalanches, elles seront en capacité de parcourir les plus grandes distances et être surtout plus violentes, engendrant de fait des impacts sur les vies humaines, mais évidemment aussi sur les infrastructures et notre patrimoine naturel que nous avons dans le territoire du Mercantour. Donc, Violaine vient de nous parler de l'évolution des avalanches. Il y a un autre phénomène clé en altitude qu'on va observer dans le parc du Mercantour, c'est la fonte du permafrost, qui est aussi due au changement climatique. Et donc, il va se traduire par des risques accrus d'éboulement et des modifications de la circulation de l'eau. Pour définir un peu le permafrost, en fait, c'est des zones de sol, de roches qui sont gelées en permanence. En général, par convention, on dit des zones qui se maintiennent à des températures négatives pendant au moins 2 ans consécutifs. Et donc, on les retrouve dans le parc du Mercantour un peu moins que dans d'autres régions des Alpes, plus au nord ou plus en altitude. Mais quand même, on le retrouve de manière discontinue au-delà d'une limite de 2500 mètres. Donc, ce serait la limite qui est symbolisée là en pointillé sur le schéma. Et surtout au-delà de 3000 mètres. Donc, on le retrouve sous plusieurs formes, sous la forme de glaciers rocheux, donc des éboulis, des moraines avec de la glace emprisonnée à l'intérieur, ou du permafrost de paroi, pergélisol de paroi, donc des roches du sol gelées en permanence sur des parois, sur des pentes abruptes. On estime que les glaciers rocheux, à l'échelle des Alpes françaises, il y a plus de la moitié qui serait concentrée dans les Alpes du Sud, et même un quart de tous ces glaciers rocheux seulement sur le territoire du Mercantour, avec environ 200 glaciers rocheux. Donc la fonte de ce permafrost, ça va engendrer d'une part une diminution du stock d'eau qui est contenu dans ces glaciers et des sources qui en dépendent, et d'autre part, ça va avoir un effet sur une perte de stabilité du paysage d'altitude, avec des risques d'effondrement et de glissement de terrain. Donc ça s'est vu par exemple
territoire juste à côté du parc, enfin au nord du parc, sur le glacier rocheux du Bérard, en 2006, où il y a eu un gros effondrement. Il y a plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de matériaux qui ont été déplacés sur plus de 500 mètres. Donc ça n'a pas fait de victimes, heureusement, mais ça a quand même souligné la dangerosité de ces phénomènes. Surtout qu'il y a aussi eu des précipitations orageuses qui ont on pense, accéléré le phénomène de glissement, et donc ça souligne l'importance de surveiller aussi ces phénomènes. En somme, la gestion des risques naturels va devenir une vraie priorité pour le parc naturel, enfin pour le parc national du Mercantour, avec comme objectif d'anticiper et de prévenir les risques liés aux glaciers rocheux, enfin à la fin du permafrost en général, pour protéger les populations et les visiteurs du territoire. Donc, on a vu que le cycle de l'eau, il devrait s'en trouver profondément modifié du fait du changement climatique. Ça va être aussi probablement le cas des incendies qui devraient voir leur fréquence et l'intensité aussi se renforcer au fil des années. Les territoires, évidemment, qui sont de plus haute altitude, comme le cœur du parc national du Mercantour, on estime qu'ils sont généralement moins exposés aux feux de forêt que les zones de plus basse altitude, parce que l'humidité et le climat frais les protègent du risque de propagation. Une fois qu'on a dit ça, malgré tout, les Alpes et les incendies, c'est une longue histoire qui remonte à la préhistoire. On connaît depuis cette époque-là des incendies d'origine humaine dans les Alpes qui étaient souvent à l'époque liés à la culture sur brûlis ou l'écobuage, qui sont des pratiques qui consistent à brûler des végétaux pour fertiliser le sol et aussi rouvrir des milieux pour l'agriculture. Évidemment, il y a aussi d'autres types d'incendies qui peuvent par exemple être liés à la foudre. Mais globalement, les feux, lorsqu'ils arrivent et les incendies, ils transforment la végétation et ils ont tendance à favoriser l'émergence d'espèces qui sont plus résistantes. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on remarque sur le Mercantour? On remarque que les incendies sont plutôt de petite taille, plutôt de faible à moyenne intensité, et ça permet de limiter l'impact humain et économique de ces incendies. Malgré tout, le changement climatique, il risque de changer ces paramètres-là et on risque d'avoir des incendies différents, peut-être plus fréquents, peut-être de plus grande taille. Et les incendies, ça a de fait, en plus des impacts économiques qu'on connaît, mais des impacts écologiques qui peuvent être importants. Parce qu'en fait, il y a des écosystèmes entiers, des écosystèmes forestiers, mais pas que, qui peuvent s'en trouver détruits. On sait qu'il y a certaines espèces, que ce soit des espèces de flore ou des espèces ou des insectes, qui n'ont pas la capacité à fuir face au feu et qui du coup vont être détruits par les incendies. Et puis enfin, une forêt qui brûle, c'est aussi une forêt qui est moins capable de lutter contre l'érosion et qui est moins armée face aux chutes de blocs. Alors, généralement, on a tendance à considérer que les incendies dans les Alpes, ils suivent deux pics. Un pic estival et puis un autre pic au début du printemps, comme ce qu'on a pu vivre dans la vallée de la Roya, que vous voyez à l'écran il y a une dizaine de jours. Ces pics, en fait, ils sont liés à trois facteurs principaux qui influencent ces incendies. Donc, la végétation qui va servir de combustible, le climat qui assèche les végétaux et l'activité humaine qui est souvent à l'origine des départs de feu. On estime qu'environ 90% des incendies sont provoqués dans les humains. Ces trois facteurs, le changement climatique va les renforcer et donc on pourrait avoir tendance à avoir plus de feux. On voit déjà dans les dernières 60 années que la saison des incendies dans les Alpes du Sud, elle s'est prolongée de 3 semaines et ça a étendu la risque à des zones qui avant n'étaient pas considérées comme zones à risque. Donc on est remonté en altitude sur les zones qui sont considérées comme zones à risque d'incendie. Dans le Mercantour, à terme, on estime que tous les massifs forestiers vont être impactés et vont être à risque avec le changement climatique. Et le risque, il sera d'autant plus important dans les forêts méditerranéennes que nous, on peut avoir sur notre territoire dans la vallée de la Roya et de la Bévéra. Et puis on ne peut pas clôturer cette partie sur les risques sans aborder les tempêtes extrêmes, et puis les inondations, les pluies torrentielles, les glissements de terrain qui les accompagnent, et avec lesquels on a dû apprendre à composer ces dernières années. Donc, on en a déjà parlé, le territoire a assisté à une recrudescence des tempêtes extrêmes comme Alex en 2020, Aline en 2023, puisque le changement climatique expose de plus en plus le territoire à ces phénomènes extrêmes. En fait, chaque degré supplémentaire dans l'air méditerranéen augmente son humidité d'environ 7%, et quand ces grosses masses d'air chaud et humide rencontrent les reliefs escarpés de la région, en fait, ça déclenche des événements de fortes pluies très violents, avec des risques de crues et d'érosion des sols qui sont déjà souvent fragilisés. Les modifications des courants d'air et des systèmes de pression aussi
risque d'augmenter, donc, comme on a parlé Nicolas, risque d'augmenter la fréquence et la puissance de ces événements extrêmes. Et puis ça se voit déjà avec les crues automnales qui sont de plus en plus intenses. On pense que d'ici la fin du siècle, elles pourraient augmenter de plus de 75%. Et quand ces fortes pluies tombent sur des terrains qui sont déjà saturés ou des sols fragilisés, ça peut mener à des crues soudaines, des inondations destructrices ou à des glissements de terrain qui ne sont pas toujours brutaux. Parfois, ils peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc, comme ça a été par exemple le cas sur le territoire du Mercantour dans les années 80-90, à la Clapière, à Saint-Étienne-de-Tinée, où on a assisté au mouvement de terrain qui est considéré comme le plus rapide et le plus important d'Europe, où il y a où c'est 50 millions de mètres cubes qui ont été déplacés. Et donc voilà, sur plusieurs années. Et puis enfin, il faut aussi garder à l'esprit l'assèchement des sols qui limite leur capacité d'absorption. Et donc l'eau, au lieu de s'infiltrer, elle va ruisseler et ça va augmenter le risque d'inondation. En conclusion de cette partie sur les risques, je voudrais insister sur les notions d'intermittence et d'imprévisibilité de ces phénomènes, puisque le changement climatique, comme on l'a dit, il n'est pas linéaire. Il se manifeste plutôt par une irrégularité interannuelle. Et donc, on va avoir certaines années avec des conditions extrêmes, des sécheresses sévères, des vagues de chaleur, d'autres années des événements climatiques inhabituels, des fortes pluies ou des hivers très rigoureux. Et en fait, c'est cette variabilité qui rend très difficile d'établir des prévisions précises et qui rend complexe en fait les réponses à apporter. Merci Mara. Avant d'attaquer maintenant avec vous la deuxième partie qui concerne plutôt le patrimoine naturel, on voulait vous proposer comme tout à l'heure un deuxième petit quiz qui va s'intéresser aux espèces qui selon vous sont les plus vulnérables face au changement climatique. Je vais laisser Alice vous projeter le sondage que vous voyez à l'écran. Donc on vous laisse répondre. Quelles sont selon vous les espèces qui sont le plus vulnérables? On vous a mis le cerf, la marmotte, le lagopède alpin, l'aigle royal. On voit que ça vote. Je laisse encore quelques secondes. Allez, on va mettre fin au sondage et voir vos réponses qui vont vous être projetées. Donc, vous nous avez répondu en grande majorité le lagopède alpin, suivi de la marmotte. On voit que vous êtes des fins connaisseurs du territoire du Mercantour parce que c'était les deux bonnes réponses, effectivement. Et ce petit sondage, il nous permet d'introduire le premier effet dont on souhaitait vous parler, l'impact sur les espèces et surtout sur la remontée altitudinale. Effectivement, il y a certaines espèces, alors heureusement pas toutes, qui vont être particulièrement touchées par le changement climatique et c'est notamment le cas des espèces arctico-alpines, donc ces espèces plutôt des milieux froids, comme le lagopède que vous voyez à gauche et les autres espèces, donc lièvre variable notamment. Ces espèces arctico-alpines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces reliques de la dernière glaciation qui ont trouvé refuge dans le nord de l'Europe ou dans les Alpes. Et aujourd'hui, elles voient déjà leur habitat se réduire et fortement se fragmenter. Et en fait, elles vont de plus en plus et toujours plus souffrir du changement des conditions hivernales et donc du changement climatique. La deuxième bonne réponse, c'était la marmotte. On a souhaité évoquer avec vous la question de la marmotte parce que c'est une espèce auquel on pense moins quand on pense aux impacts du changement climatique sur nos espèces. C'est une espèce plutôt commune et en fait, l'absence de neige, elle entraîne un manque d'isolation contre le froid de ces terriers. Le résultat, c'est que la taille des portées, elle peut avoir tendance à se réduire parce que la femelle, elle va dépenser plus de réserves au cours de son hibernation. Mais il y a d'autres espèces dont on peut parler. On constate que les espèces d'oiseaux qui sont non spécialistes et qui sont plutôt inféodées aux plaines, donc comme la linotte mélodieuse que vous voyez à l'écran, elles profitent de cette situation de réchauffement climatique pour s'installer en altitude au détriment d'autres types d'espèces qui, elles, étaient des espèces spécialistes du territoire comme l'accenture alpin. Ça touche aussi cette problématique, les insectes qui, eux, sont très sensibles au changement de température et on voit des déplacements significatifs. On a des études assez récentes sur le territoire du Parc national du Mercantour qui révèlent que certaines espèces de criquets, elles se trouvent désormais en moyenne 300 mètres plus haut que ce qu'on avait il y a 40 ans. Alors là, on a parlé de la faune, mais ce phénomène de remontée altitudinale des espèces, elle concerne aussi des espèces floristiques. On peut citer, là, on vous a mis à l'écran le lys martagon, qui lui aussi va souffrir du réchauffement climatique. Et en gros, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que certaines espèces
qu'on retrouve actuellement en limite d'aire de répartition dans notre territoire, dans le Mercantour, elle pourrait à terme être vouée à disparaître localement. Donc pas complètement, mais localement sur notre territoire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des espèces qui, sur notre territoire, vivent déjà dans des environnements où les conditions sont très proches de leur tolérance maximale. Et donc, en fait, le réchauffement va interroger leur capacité à s'adapter à des conditions différentes. Ça, c'était ce qu'on pouvait vous en dire sur les espèces, mais ce phénomène de remontée altitudinale, il concerne aussi les habitats, avec un phénomène global et général qu'on appelle le verdissement des versants. Dans la région sud, en 40 ans, donc entre 1980 et 2020, il y a eu une augmentation des températures qui a entraîné une remontée moyenne des plantes de 150 mètres, qui de fait modifie la répartition des habitats. On a des pelouses maintenant qui se développent sur des zones qui étaient minérales d'altitude, donc des pierriers ou même des éboulis. Et par exemple, on constate aussi qu'au niveau de sa limite supérieure, la forêt, elle va gagner du terrain. On a des espèces pionnières comme le mélèze qui en fait grappille petit à petit du terrain. Et c'est pour ça qu'en fait, on entend souvent dire que le Mercantour, comme un autre territoire qui est l'Oisin, sont considérés comme des points chauds à l'échelle globale des Alpes de ce verdissement. Donc on a une remontée en altitude des espèces, mais elle ne suit pas forcément le rythme du changement climatique qui est très rapide. Et ça concerne aussi les milieux forestiers. Dans les milieux forestiers, on a naturellement des espèces, les espèces plus vulnérables, qui sont naturellement éliminées au profit des espèces les plus résistantes. Sauf que cet ajustement naturel, il a du mal à suivre en fait, le rythme rapide du changement climatique. On l'a vu ces dernières années avec les conditions climatiques qu'on a observées en France, qui ont entraîné plusieurs crises sanitaires dans les forêts. Le manque d'eau a conduit à des dépérissements d'essences qui ont frappé en particulier les pins sylvestres, les sapins ou les hêtres, même si ça a frappé plus durement les plus basses altitudes, puisque en dessous de 1400 mètres, on a 2 à 4 fois plus de dépérissement. En tout cas, ça a favorisé des parasites qui ont profité de la vulnérabilité des arbres et de la douceur des températures. C'est par exemple le cas des scolites, enfin de la crise des scolites qui a vraiment commencé à partir de 2018 et qui ont profité des printemps et des étés chauds depuis 2018. Les scolites, c'est des insectes qui s'attaquent en général aux épicéas. Normalement, ils sont tués par le froid, mais avec l'augmentation des températures, on observe de plus en plus d'attaques. Donc, ils creusent en fait des petites galeries sous les écorces pour pondre leurs œufs, et ça entraîne une forte mortalité chez les arbres, dans les peuplements forestiers, comme par exemple en Vésubie, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite. Après, il faut nuancer quand même, puisque les forêts de montagne sont gérées en peuplement irrégulier, avec des mélanges d'essences, et donc elles sont beaucoup plus résistantes que les forêts monospécifiques, donc constituées d'une seule espèce qu'on trouve parfois dans les plaines, et dont les images des attaques de scolites sont vraiment choquantes. Après, il y a d'autres parasites qui vont pouvoir profiter du changement climatique, et dans tous les cas, on va assister à des changements du paysage forestier avec des taches de dépérissement qui seront plus ou moins grandes. En fait, c'est très difficile de prédire, de prévoir l'étendue de ces dépérissements et aussi les capacités de survie et d'adaptation des différentes essences. Donc, par exemple, on peut se poser la question sur nos sapinières méditerranéennes, si elles ne se sont pas déjà un petit peu adaptées aux épisodes de sécheresse. Et tout à l'heure, en fait, je vous ai parlé des espèces et des habitats qui remontent, mais on va probablement faire face aussi à une disparition progressive de plusieurs écosystèmes rares. Et ça va avoir comme conséquence de menacer la biodiversité unique qui compose ces écosystèmes. On peut vous donner comme exemple, comme premier exemple, les combes à neige. Donc les combes à neige, c'est des zones où on a une épaisse couche de neige qui persiste grâce à des conditions topographiques qui sont très particulières. Et qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique? C'est que la réduction de l'épaisseur de la neige et plus largement de la durée d'enneigement, elle va entraîner une baisse de sa végétation spécifique qui y vit. Ça veut dire que certaines combes, on pense, selon les premières études qu'on a, qu'elles pourraient perdre jusqu'à la moitié de leurs espèces emblématiques. Et ces espèces, elles seraient remplacées par des espèces plus communes qui viendraient des pelouses environnantes. Donc, on a des pelouses qui gagnent en altitude sur des terrains minéraux, comme ce qu'on disait aussi précédemment. Et ça, pareil, ça entraîne une perte de certaines végétations typiques des éboulis. Donc, ce phénomène-là,
Il touche, comme on a dit, les combes à neige, certaines pelouses, mais il touche également d'autres habitats pionniers comme les habitats des crues, par exemple. Donc, ces zones, en fait, elles vont avoir tendance à disparaître pour laisser la place à des végétations plus matures, comme les saulaies. Et c'est des espèces qui, elles, les saulaies, par exemple, réduisent la dynamique écologique. Et bien sûr, en fait, on ne pouvait pas terminer cette partie sans vous parler des zones humides qui, elles, ne sont déjà pas épargnées, mais à l'avenir ne seront encore moins épargnées par le réchauffement climatique. On constate que le réchauffement des eaux et les variations du niveau des eaux, avec les périodes d'assèchement qui vont être plus fréquentes, eh ben, elles vont perturber profondément ces écosystèmes fragiles. On considère déjà actuellement, dans le Mercantour, qu'on a seulement 40% des zones humides qui sont en bon état. Alors, bien que ce phénomène-là, il s'explique par plusieurs facteurs, on sait que la pression du changement climatique n'est pas anodine et du coup, c'est une pression qui va s'accentuer encore plus dans le temps et qui va accentuer la vulnérabilité des zones humides, alors que ces mêmes zones humides sont pourtant fondamentales dans l'adaptation au changement climatique. On l'a déjà évoqué plus tôt, le changement climatique, il augmente le risque de sécheresse qui s'accompagne de l'augmentation de la température des cours d'eau. Et on va essayer d'illustrer ça un peu maintenant sur ces effets sur les espèces du Mercantour. Donc certaines espèces arrivent à s'adapter à l'intermittence des cours d'eau parce qu'elles ont des capacités de dispersion. Elles peuvent au sein de communautés qui sont interconnectées dans les bassins versants. Mais les études montrent que ce n'est pas tant la fréquence des sécheresses, mais plutôt leur durée qui pose vraiment problème, puisqu'elle vient dégrader en fait, la qualité des refuges pour ces espèces, et donc ça limite leur capacité à survivre. Les organismes aquatiques, ils souffrent aussi, en fait, en tout cas, ils sont impactés par l'augmentation de la température de l'eau, qui est accentuée quand le volume est plus faible, comme on l'a déjà dit. Ça peut conduire à des modifications de leur cycle de vie. Donc, pour donner un exemple, par exemple le verron, qui est un poisson omnivore qu'on retrouve dans la majorité des parcs du cœur du parc national, dans 55%. C'est un poisson qui, normalement, pouvait se reproduire, auparavant en tout cas, pouvait se reproduire une seule fois par an. Et là, avec le réchauffement, il peut se reproduire jusqu'à 3 fois par an. Donc, ce qui accentue la pression sur toute la faune qui consomme, toute la faune aquatique qui consomme, notamment les invertébrés et le zooplancton. Et en parlant d'invertébrés, les invertébrés aquatiques, ils sont souvent utilisés comme indicateurs de la qualité des cours d'eau. Et ce qu'on observe sur eux, c'est que leur diversité tend à diminuer et qu'on les retrouve, qu'ils migrent aussi en altitude. En fait, comme les plantes et les animaux, d'altitude en général, comme on a pu le dire avant, les espèces aquatiques, elles remontent aussi le long des cours d'eau. Et ces cours d'eau ils jouent un rôle important dans leur déplacement, forcément. Après, ces solutions de migration, elles sont que temporaires, puisque ce n'est pas possible à long terme de migrer indéfiniment. Mais ça souligne en tout cas l'importance de la préservation des continuités écologiques et du maintien d'écoulements suffisants dans les cours d'eau. Alors ensuite, on voulait vous dire que le changement climatique, il est aussi porteur d'un autre phénomène qui est la prolifération d'espèces exotiques envahissantes. Alors, en région PACA, on a environ 1000 plantes non locales qui sont recensées. Sur ces 1000 plantes, on en compte 140 qu'on considère comme envahissantes et ça représente environ 3% de la flore régionale. Alors évidemment, le parc national du Mercantour, il est moins touché que d'autres territoires de la région PACA parce qu'il a une plus faible densité humaine et il a des milieux préservés. Il y a toutefois certaines vallées qui sont les plus proches, on va dire, du littoral méditerranéen, qui lui, le littoral méditerranéen, est un foyer d'espèces exotiques parce qu'il y a de l'urbanisme, il y a une urbanisation certaine, il y a un climat plus doux. Donc ces vallées plus proches, elles sont plus vulnérables et elles vont peut-être avoir une prolifération plus rapide d'espèces exotiques envahissantes. Donc, on sait que les invasions de ces espèces-là, elles sont liées aux activités humaines. On peut citer l'urbanisme, l'agriculture et l'industrie, mais on sait aussi que le changement climatique qui joue tout son rôle dans cette prolifération. Pourquoi? Parce que la hausse des températures et puis les aléas climatiques comme les crues ou même comme les tempêtes, elles profitent aux espèces qui sont très pionnières et qui sont très compétitives. Ces espèces-là, elles vont avoir tendance à coloniser les sols qui peuvent être perturbés et elles vont directement concurrencer la flore locale. Et puis aussi, en fait, ces espèces, elles peuvent proliférer grâce à des interventions humaines qui contribuent à leur dissémination ou même des vents violents. Donc, on voulait vous en citer quelques-unes.
On voulait vous parler par exemple de l'arbre à papillons, qui est une espèce originaire de Chine, qui a été réintroduit au 19e siècle, qu'on retrouve dans les jardins, et qu'on retrouve par exemple aussi beaucoup dans le lit de la Roya. C'est une espèce très prolifique qui est devenue rapidement envahissante. Pareil, en bas de votre écran, vous voyez la mimule tachetée, qui est venue d'Amérique du Nord, qu'on retrouve beaucoup en Tinée, et qui va modifier la composition des sols. Et aussi l'ambroisie à fleurs d'armoise, qui, elle, est une espèce qui a un impact sanitaire très fort, parce qu'on estime qu'une personne sur 10 en France est fortement allergique à cette espèce. Mais cette question, en fait, de la prolifération des espèces exotiques, elle ne concerne pas uniquement la flore, elle concerne aussi la faune. Alors, pour vous en citer un, peut-être un des plus emblématiques, on peut vous parler du frelon asiatique. Donc, frelon qui est arrivé en France en 2004 à travers des marchandises importées et qui est un prédateur redoutable, on le sait pour les abeilles, mais plus globalement aussi pour tous les pollinisateurs. C'est une espèce qu'on retrouve plutôt en basse altitude, mais qu'on retrouve même désormais dans des altitudes auxquelles on ne pensait pas le voir arriver aussi rapidement. On le retrouve en moyenne montagne, et nous, sur notre territoire, on le retrouve un peu partout dans le territoire du Mercantour. On a des observations également tout au nord de notre territoire, dans la vallée de l'Ubaye. Le Mercantour, ça reste un territoire préservé qui est riche d'une biodiversité à la fois rare et fragile, mais c'est aussi un territoire où vivent et travaillent de nombreuses femmes, de nombreux hommes. On va s'interroger un petit peu sur les conséquences du changement climatique sur les activités humaines et économiques. Donc on va commencer par les activités pastorales, puisqu'elles sont présentes ces activités qui sont présentes sur plus de la moitié du territoire du parc et qui vont être confrontées en particulier au manque d'eau. La ressource en eau, elle est indispensable aux pratiques pastorales, en particulier à l'abreuvement, puisque les troupeaux ont besoin d'eau en qualité suffisante, en qualité et quantité suffisante. Ils ont aussi besoin d'herbe, qui est une ressource qui est liée forcément à l'eau, mais qui obéit à une temporalité différente du fait du temps de croissance des végétaux. En tout cas, l'herbe et l'eau sont intimement liées, et lors des épisodes de sécheresse, on peut voir des effets cumulatifs. Par exemple, d'un côté, on manque d'eau pour l'abreuvement des troupeaux, et en plus de ça, l'herbe est sèche et donc augmente les besoins en eau du troupeau. L'absence d'eau, ça peut avoir des conséquences comme une production insuffisante ou des risques sanitaires pour les exploitations, et donc ça conduit à des difficultés économiques. À des difficultés économiques qui vont en plus être aggravées par la variabilité des stocks d'eau en fonction des années. Donc cette variabilité, elle va rendre l'adaptation complexe, et elle conduit à un climat d'incertitude pour les exploitants. Par exemple, en 2018, il y a des situations critiques qui ont été remontées par les éleveurs liées à la sécheresse, qui concernaient une quinzaine d'alpages sur la centaine que compte le cœur du parc national. Dans le parc du Mercantour, beaucoup de troupeaux sont transhumants. Ils viennent de zones de basse altitude, donc par exemple du Var ou des Bouches-du-Rhône, qui sont des territoires qui sont déjà confrontés à un stress hydrique sévère. Et ils se dirigent vers les hauteurs du Mercantour pour passer l'été. Pour le moment, seulement l'été, mais à l'avenir, ça pourrait concerner des périodes beaucoup plus longues. En tout cas, ils pourraient demander à rester pendant des périodes beaucoup plus longues, puisque si les conditions se durcissent dans leur pâturage d'intersaison. Sauf qu'il faut prendre conscience que les zones d'altitude, elles sont aussi frappées, elles sont touchées elles subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique et les sécheresses, et qu'il y a des sources qui se tarissent, donc comme par exemple pendant la sécheresse de 2022, et que ça a conduit à des grandes difficultés pour certains éleveurs. Aussi, un élément à pas oublier, c'est qu'en alpage, les bergers et les vachers, ils dépendent aussi de la ressource en eau pour leur consommation personnelle, et donc ça affecte les difficultés autour de la ressource en eau affectent leurs conditions de travail, ce qui peut impacter le recrutement ou la fidélisation des bergers. Et il y a aussi des exploitations qui font de la transformation fromagère directement en alpage, et donc qui dépendent de la ressource en eau sur place. Et donc ces exploitations, elles voient la pérennité de leur activité forcément menacée par le changement climatique. Donc là, on a parlé d'agriculture. On souhaitait aussi évoquer avec vous la question de la composante touristique et de l'impact du changement climatique sur le tourisme. On pense que le changement climatique, il va très certainement entraîner une augmentation de la fréquentation. L'augmentation de la fréquentation tout au long de l'année, avec à la fois une modification des usages, mais aussi une saisonnalité différente et une dispersion des activités de pleine nature. Si on s'intéresse d'abord à l'hiver, on disait tout à l'heure qu'en fait,
l'enneigement naturel, il devrait se voir limité à des altitudes supérieures à 1600, 1700 mètres, voire même 1800 mètres d'altitude dans les années 2050. Ça, de fait, ça va avoir des répercussions sur le type de pratique. Donc, ça veut dire que les pratiquants de sports divers, que ce soit du ski de fond, du ski de randonnée, du ski alpin ou même de la raquette, pourraient se concentrer davantage en altitude sur des périodes plus courtes. En fait, on pense qu'il y aura peut-être moins de périodes de neige, donc les gens vont monter en altitude. À ces moments, il y aura une concentration de la neige. Et ça va faire qu'on va avoir une concentration d'usagers sur ces dernières zones enneigées qui pourrait donner envie et tendance à des pratiquants de se dire on va aller voir d'autres territoires, on va aller sur des endroits qui sont actuellement plus préservés. Et ça, ce phénomène, ça va créer des impacts certains, des impacts en termes de conflits d'usage, mais aussi des impacts sur les espèces d'altitude, vu qu'on sera sur des territoires qui étaient jusqu'alors plus préservés. Si on s'intéresse maintenant, à contrario, aux questions estivales, actuellement, et c'est déjà le cas, le Mercantour, l'été, il accueille beaucoup de visiteurs qui viennent du littoral et qui viennent chercher un peu de fraîcheur dans le Mercantour. Cette fraîcheur qu'ils ne retrouvent déjà plus en bord de mer. Mais avec le changement climatique, ça va évoluer et ce phénomène il risque de s'accentuer parce qu'on sait, comme Nicolas disait tout à l'heure au début de notre webinaire, que le littoral il va être très fortement augmenté par l'augmentation des températures en été. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 1975 et 2005, on a environ un mois de canicule à Nice l'été. On estime qu'entre 2021 et 2050, on pourrait passer à 3 mois de canicule l'été. Donc en fait, face à ces zones de chaleur, le Mercantour, qui est très proche du littoral, il pourrait être vraiment vu comme une espèce de bulle de fraîcheur attirant plus de monde. Et aussi, du coup, quand on dit plus de monde, peut-être aussi un public qui est moins averti, moins préparé aux exigences de la montagne, donc aussi qui dit moins préparé, peut-être moins bien équipé. Et ça pourrait engendrer des risques pour ces pratiquants eux-mêmes, mais des risques aussi pour le territoire et pour la préservation de nos milieux. On voit aussi déjà venir, là, avec l'augmentation des températures, des conséquences et en tout cas des pratiques un peu différentes sur notre territoire. On voit l'émergence de la baignade dans les lacs parce que les lacs se réchauffent, l'émergence du bivouac. Et donc, toutes ces nouvelles pratiques, elles pourraient s'en trouver renforcées. Et si on part du postulat que la fréquentation, elle va augmenter avec le changement climatique sur notre territoire, les sites qui sont déjà actuellement en limite de capacité de charge, donc si on devait en citer qu'un, le lac d'Alos, pourrait se trouver sur certaines périodes de l'année dans des situations de très forte, voire pourquoi pas de surfréquentation. Et on voulait aussi évoquer la question, par exemple, de sites un peu préservés, un peu particuliers qu'on a sur notre territoire, la Vallée des Merveilles. Donc, Vallée des Merveilles qui abrite environ 40 000 gravures rupestres qui datent d'il y a 5000 ans. C'est une zone qui est protégée l'hiver parce que les gravures, elles sont protégées par une couche de neige. S'il n'y avait plus cette couche de neige, alors en fait, elles seraient exposées clairement sur une période plus longue pendant l'année à des dégradations possibles. De même, en fait, qui dit plus de monde, dit peut-être plus d'érosion sur nos sentiers du fait d'une forte fréquentation. Et cette hausse qu'on va retrouver en été et en hiver, on pourrait aussi l'avoir aux ailes de saison. Donc les ailes de saison, c'est ces zones qui sont actuellement moins fréquentées, l'automne et le printemps, mais qui pourraient voir une augmentation de la fréquentation sur ces périodes-là, parce qu'il y aura moins de neige, donc du coup les gens pourront se dire qu'ils peuvent avoir accès à de la randonnée pédestre sur des périodes de l'année où avant le Mercantour n'était pas accessible à de la randonnée pédestre. Et ces périodes-là, ces ailes de saison, c'est souvent des périodes de fragilité pour la faune sauvage. C'est des périodes où en fait la perturbation elle peut être grande parce qu'on est dans des périodes de reproduction ou de couvaison qui peuvent fragiliser les espèces. Et aussi en fait, quand on parle de changement de pratique, ça veut aussi dire une nécessité d'adapter un secteur touristique qui va faire face à une nouvelle demande. Donc on voit bien qu'en fait tous ces éléments montrent que l'évolution de la fréquentation dans le Mercantour dans les années à venir, c'est vraiment un des défis majeurs auxquels on va être confronté, parce que qui dit changement climatique dit changement de pratique, et on va devoir à la fois adapter notre capacité à préserver les milieux, mais aussi adapter nos pratiques et aussi nos pratiques de gestion et nos pratiques d'accueil. Au-delà de l'élevage et du tourisme, il y a d'autres activités économiques qui vont être impactées. On peut citer par exemple la production d'hydroélectricité qui est présente sur le territoire et qui pourrait être altérée. Avec le changement des régimes des précipitations, les sécheresses qui se prolongent et les crues, on peut se demander si les centrales de demain pourront produire autant qu'aujourd'hui. On connaît déjà des variations importantes des précipitations d'une année à l'autre. Il y a aussi la fonte des neiges plus précoces,
Avec tout ça, on peut se demander si on ne va pas avoir des problèmes, si on ne va pas atteindre des limites dans l'approvisionnement des réservoirs qui sont utilisés pour la production d'hydroélectricité. En 2022, par exemple, on a noté une baisse de 22% de la production hydroélectrique par rapport à la période de 2015-2019 à cause de la sécheresse. Donc tout ça, ça peut engendrer des conflits d'usage. Donc par exemple, comme on a pu en avoir au lac de Serponçon dans l'Ubaye, entre les activités agricoles, de loisirs, de la production d'électricité. Enfin, sur un territoire protégé comme le nôtre, on peut se poser la question de maintenir aussi un débit suffisant dans les cours d'eau pour garantir les conditions de vie des espèces, surtout dans un contexte de changement climatique qui bouleverse les équilibres déjà en place. Et enfin, voulez-vous parler d'un dernier effet? C'est avec ça qu'on va clôturer cette présentation des effets du changement climatique sur le territoire. C'est l'impact de ces changements sur la santé des espèces et aussi la santé des humains avec le concept de santé unique en français de One Health qui souligne en fait l'interdépendance entre la santé des hommes, la santé des animaux et la santé des écosystèmes. On a vu tout à l'heure que le changement climatique pouvait avoir des conséquences sanitaires certaines. Il favorise, comme on disait, la prolifération d'espèces exotiques envahissantes qui sont problématiques pour la santé. Donc là, on voudrait vous parler du moustique tigre. On sait, il favorise la dengue, le virus Zika qui va s'installer plus facilement. Mais il y a aussi des impacts pour des espèces locales dont le cycle de vie pourrait tendre à se dérégler, comme certaines mouches qui peuvent causer des infections dans des troupeaux comme la fièvre catarrhale ovine. Un autre exemple, c'est celui des tiques, puisqu'avec des hivers plus doux, les tiques en fait se retrouvent à plus haute altitude et on les retrouve sur une période plus longue. Ça va augmenter les risques de transmission de la maladie de Lyme ou des encéphalites à tiques, par exemple. Mais plus largement, en fait, les risques pour la santé humaine, ils sont amplifiés par l'augmentation des événements extrêmes. Tout à l'heure, on parlait des vagues de chaleur et des nuits tropicales, qui sont ces périodes où la température ne descend pas en dessous des 20 degrés. Ces événements-là, vagues de chaleur et nuits tropicales, elles accentuent la déshydratation et les coups de chaud, et ça a des effets directs sur l'état de santé des individus et évidemment sur la mortalité. C'est des phénomènes qui vont toucher l'homme, mais qui vont toucher aussi les espèces domestiques et les espèces sauvages. Enfin, on peut avoir aussi des moments où ces effets, en fait, ils se combinent. On voulait vous parler, par exemple, de la raréfaction des points d'eau qui, en fait, va forcer à une proximité entre les troupeaux domestiques d'un côté et la faune sauvage de l'autre. Et cette proximité, elle augmente le risque de transmission de certaines maladies. Aujourd'hui, en fait, on sait, par exemple, que le Mercantour, il est plutôt encore, il est épargné de cette maladie qu'on appelle la brucellose, mais ça reste une préoccupation majeure pour notre territoire. Si on repart un peu en arrière, on sait qu'en Haute-Savoie, en 2012, cette maladie, elle avait touché des bouquetins. Et ces bouquetins, ils avaient probablement été contaminés par des bovins qui étaient à proximité dans des exploitations voisines. Cette population de bouquetins qui était elle-même infectée, elle avait ensuite recontaminé des bovins qui avaient eux-mêmes infecté 2 personnes via la consommation de fromage. Et ça avait conduit à des mesures radicales avec l'abattage massif de bouquetins pour essayer d'enrayer cette population. Et cet exemple-là montre bien cette interconnexion et ce concept en fait de santé unique qui, avec le changement climatique, va devenir l'un des effets et l'un des défis majeurs que notre territoire aura à relever. Merci à tous les deux pour cette séquence dense qui, je l'espère, a permis à tous les participants d'en apprendre un peu plus sur les effets possibles du changement climatique dans le Mercantour. Et comme le disait Aline en introduction de ce webinaire, l'enjeu d'adaptation, c'est vraiment devenu un sujet central. Et c'est quand même important de garder à l'esprit que toute action d'adaptation sur le territoire aura des conséquences, et notamment sur la biodiversité. Parce que, par exemple, les aménagements de prévention des risques qui pourraient être réalisés pourraient affecter les écosystèmes. Et c'est bien par la connaissance et l'anticipation de ces impacts potentiels qu'on sera en mesure de proposer des solutions concrètes, plus résilientes et durables. Et c'est bien pour ça qu'on a souhaité partager avec vous aujourd'hui les premiers éléments de connaissance qu'on a sur les effets possibles du changement climatique dans le Mercantour à travers ce webinaire. Alors, on va prendre maintenant quelques minutes pour traiter d'éventuelles questions qui auraient été posées dans le chat et qui nécessiteraient d'être un petit peu plus approfondies à l'oral. Donc, je vais vous laisser la main, l'équipe du Mercantour qui gère les questions-réponses. Oui, nous allons laisser la parole à Nicolas Dio. On a quelques questions qu'elle pourrait répondre. Oui, rebonjour. Alors, on a une question sur les amplitudes thermiques dans le Mercantour, enfin, dans le massif. Hein.
Est-ce qu'elles vont augmenter ou non dans l'avenir, puisqu'apparemment Jean-Christophe Dessens nous dit qu'ils observent une augmentation entre le minimum du matin et le maximum de l'après-midi, donc des écarts de plus en plus grands, hein. C'est ça l'amplitude thermique journalière. Et donc, alors, il faudrait regarder évidemment les données enregistrées pour les stations de montagne, par exemple la station d'Isola 2000, qui se trouve sur le parking de la Lombarde, à l'entrée de la station. Après, une petite hypothèse que je pourrais formuler, c'est le fait que le manteau neigeux diminuant, donc la couleur blanche du sol étant modifiée, ça a un impact sur le bilan énergétique. Donc le bilan d'énergie, il est revu à la hausse puisque la couleur blanche permet aux rayons du soleil d'être réfléchis. Et donc ça permet de tamponner la hausse de la température en journée. Si vous enlevez une grande partie de ce blanc au sol, le rayonnement solaire est beaucoup plus absorbé, notamment parce que les pelouses alpines l'hiver, elles sont marron, hein, c'est plutôt foncé. Et donc vous avez plus d'énergie qui est absorbée au sol, le sol chauffe et ça tend à faire augmenter la température en journée. Donc ça c'est une hypothèse qui est liée à la disparition, à la faiblesse de la superficie hein, avec le temps du manteau neigeux. Et peut-être que moins il y aura de neige et plus les températures en journée pourront augmenter en plein hiver. C'est à vérifier, mais je pense que si ça s'observe déjà, si vous l'observez déjà, c'est probablement lié à ça. Et peut-être que les années où il y a beaucoup de neige partout, ou là, en tout cas, depuis une dizaine de jours où il a beaucoup neigé, peut-être qu'il y a des amplitudes thermiques qui sont moins importantes qu'auparavant, où il y avait beaucoup moins de neige, je ne sais pas. Et deuxième question que j'ai vu passer, à laquelle j'ai peut-être une réponse aussi, c'est les effets de l'évolution climatique des températures sur la pollution par l'ozone. Donc, une personne, Frédéric Lorenzi, qui nous demande si, pour les activités randonnée pédestre, etc., ça pose un problème pour la santé. Alors, pour avoir étudié, alors c'était il y a une vingtaine d'années maintenant, pendant ma thèse, la pollution par l'ozone dans le département, hein, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à décortiquer les concentrations d'ozone. J'ai fait des mesures, notamment à la montagne, Isola 2000. Il se trouve que depuis une trentaine d'années, les pics d'ozone, donc les moments où il y a beaucoup de pollution par l'ozone, où on passait 180 microgrammes, 200, 230, ils s'érodent avec le temps, puisqu'on a la cause principale de la pollution par l'ozone. Ici, ce sont les émissions des véhicules, notamment, donc les oxydes d'azote. Il y a aussi les émissions biogéniques de composés organiques volatiles faites par les forêts. Ça, on n'y peut rien, elles émettent comme ça. Mais si on fait baisser nos oxydes d'azote, eh bien, on tend à atténuer la production d'ozone et donc ça fait baisser les pics. Et comme on renouvelle la flotte de véhicules avec les normes d'émissions Euro, là, les véhicules se renouvellent et ils polluent de moins en moins. Alors, ils polluent toujours, on est d'accord, mais ils polluent de moins en moins. Ça tend à faire baisser les pics d'ozone. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est mieux lotis que dans les années 90-2000. Ce qu'il faut mettre on va dire, en perspective, quand même, c'est le niveau de fond d'ozone. Parce qu'il y a les pics d'ozone et il y a le niveau de fond. Et le niveau de fond d'ozone, c'est la concentration qu'on observe en moyenne, en fait, un peu tout le temps. Et cette concentration de fond tend à légèrement augmenter d'année en année, de décennie en décennie. Et ça, c'est à cause de la pollution à l'échelle mondiale. On ne peut rien y faire localement, tellement. Et donc, là aussi, il y a un impact sur la santé qui est bien moindre à court terme que les pics d'ozone. Mais voilà, c'est le petit bémol à l'amélioration généralement pendant les pics. Il y a quand même le niveau de fond à regarder, qui a un impact sur la santé, qui a aussi un impact sur la flore, et peut-être sur la faune, mais sur la flore, ça a été documenté hein, par rapport aux espèces dans l'air contour. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces éléments supplémentaires que vous avez pu nous apporter. Donc pendant près d'une heure, on a pu voir ensemble hein, les effets possibles du changement climatique dans le Mercantour, que ce soit en termes de risques, sur le patrimoine naturel ou encore sur les activités humaines. Et on sait maintenant à quoi se préparer. Mais ça peut être quand même un petit peu effrayant, sans doute, après toutes ces présentations. Mais la question qu'on peut maintenant se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? Quelles sont les solutions? Parce qu'il y en a des solutions qui existent, mais l'enjeu, ça va être surtout en fait de nous entendre collectivement pour pouvoir les mettre en œuvre ensemble. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter des solutions concrètes, ou du moins des démarches qui ont été mises en place ailleurs sur d'autres territoires, autour d'un sujet qui revient souvent quand on parle de changement climatique en milieu de montagne, et notamment dans le domaine touristique, à savoir le manque d'enneigement et les conséquences que ça peut entraîner. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants qui vont travailler et qui vont partager avec nous leurs expériences inspirantes de transition sur leur territoire en zone de montagne.
Donc, dans un premier temps, on a Julien Rignon, qui est chargé de projet européen et transition au sein du syndicat mixte du Mont d'Or, qui gère la station de Métabier dans le Jura. Et on a aussi Emmanuel Hermann, qui est chef de projet Avenir Montagne et responsable du service tourisme au sein de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, qui gère aussi la station de Saint-Pierre de Chartreuse. Donc Julien et Emmanuel, vous êtes avec nous normalement. Et en tant que station de moyenne montagne, vos territoires, ils ont rapidement ressenti la nécessité d'engager une transition et de travailler sur une démarche d'adaptation au changement climatique. Et vous avez pu être conscient des enjeux à relever et c'est pour ça que vous avez initié une réflexion globale qui a dépassé la seule question de l'enneigement et de vos stations respectives en intégrant des stratégies multithématiques pour répondre à différents enjeux territoriaux. Donc pour commencer, on va vous poser une petite question qui est la suivante. Au-delà de l'adaptation des stations de ski, comment est-ce que vous avez élargi vos réflexions pour adopter une approche intégrée d'adaptation au changement climatique? Et Julien, je vais vous donner la parole en premier. Ok, vous m'entendez, Alice? On entend bien. Ok, très bien. Bonjour toutes et tous. Effectivement, alors en ce qui nous concerne ici sur Métavier, donc merci. La photo effectivement est plus appropriée que celle qui était en introduction. Donc nous on est sur un massif qui a une altitude maximale ici à Métavier de 1400 mètres. Donc on est vraiment sur des enjeux de moyenne montagne. Mais ce que je voulais juste préciser en préambule, c'est que effectivement tout ce que vous avez listé comme conséquence du changement climatique sur votre territoire, bah, nous aussi on l'observe dans une certaine mesure. Mais en tous les cas, tous les items qui ont été développés et déployés, on y est confronté, que ce soit aussi bien la ressource en eau, la forêt, les incendies, etc. Ici, à Métabier, en tout cas, en 2015, nous, on a fait le choix de renoncer. Donc, je pense que, en tout cas, pour s'adapter au changement climatique, il faut savoir renoncer à certains engagements ou certains travaux, certains projets qu'on peut engager, tout en considérant qu'il faut travailler sur des registres nouveaux. Donc dès 2015, c'est de renoncer à la mise en place de nouvelles remontées mécaniques et de s'engager justement dans une horizon de 20 ans sur un potentiel arrêt du ski alpin sur ici notre station de ski. Et que dans cet intervalle, on travaille sur 4 leviers principaux, hein, à savoir d'une part la mise en place, je vais mettre ça, ouais. D'une part, la mise en place d'un programme de maintenance de nos équipements, donc considérer qu'on a 20 ans pour encore exploiter l'activité ski, mais qu'il faut toujours assurer la maintenance de cet équipement à travers notamment tout le travail sur les RH et tout le travail également sur la mise en place d'une gouvernance. J'y reviendrai un petit peu après hein, dans le cadre de notre échange. Et puis tout un sujet sur la diversification. En tous les cas, nous, en 2015, ce renoncement nous a amené à partager nos constats, comme vous venez de le faire. Ces constats ont été partagés auprès des salariés, auprès des quelques habitants qui ont eu l'occasion parfois d'échanger avec nous, et puis surtout des acteurs touristiques du milieu privé qu'ils aient bien conscience en tout cas que l'âge d'or du ski est certainement terminé et qu'il sera terminé d'ici une dizaine d'années. On a ensuite, dès 2019, mis en place ce qu'on appelle un pôle ingénierie de la transition du tourisme et des loisirs ici en intégré dans la station de Métabier, qui avait cette vocation à accompagner tout simplement nos parties prenantes pour pouvoir prendre conscience des enjeux climatiques, mais également d'accompagner, les ressources humaines en interne et d'accompagner enfin, les acteurs privés sur, la diversification ou l'adaptation de leurs produits, au regard du manque de neige et dès 2022, l'intégration dans ce pôle ingénierie de nouveaux travaux au regard, du dispositif qui s'appelle Avenir Montagne, qui est mis en place, il me semble aussi sur votre territoire. Nous, on a un chargé de projet Avenir Montagne qui travaille, depuis 2022 et qui vient de livrer son master plan du tourisme et des loisirs, considérant que désormais, c'est plus la station qui doit faire le territoire, mais c'est le territoire qui doit faire, la station. Merci Julien. Et Emmanuel, maintenant, on vous laisse la parole pour répondre à la même question. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je ne vais pas redire ce qu'a pu dire Julien de Métabier. Par rapport à la question précise de comment on a élargi en passant du périmètre domaine skiable au périmètre territorial, en fait, ça s'est fait de manière très naturelle. Quand vous invitez les acteurs touristiques sur d'autres territoires, en tous les cas, souvent ils sont pluriactifs. On a par exemple des agriculteurs qui vont être moniteurs de ski, on va avoir des perchemans qui vont être forestiers ou des débardeurs souvent qui sont aussi dameurs.
Et à un moment donné, quand on a commencé à travailler sur l'avenir du domaine skiable, bah, ces mêmes personnes ont levé le doigt en disant, mais vous êtes gentils, on parle du ski, on parle de la neige, mais quand il n'y a pas de neige, moi, mes vaches, elles restent dehors. Et puis le forestier nous a dit, bah oui, vous voulez faire des pistes de VTT qui passent en forêt, mais nous, on a un souci, on a des périssements forestiers qui font qu'aujourd'hui, la forêt devient dangereuse. Si vous mettez des gens en VTT dans ces forêts, bah, il risque d'y avoir des accidents. Donc il faut qu'on trouve une autre solution. Donc à partir de là, de ce constat de terrain, on s'est dit ce serait intéressant d'expliquer ce qui se passe. Et donc on a fait intervenir des chercheurs. Donc on a tout un corpus de chercheurs de différentes universités ou d'instituts de recherche qui sont venus à travailler avec nous et avec les gens du terrain, les acteurs, les habitants, pour essayer de croiser ces regards et à partir de ces regards croisés, de se constituer un socle solide qui n'était plus à l'échelle du domaine skiable, mais bien à l'échelle du territoire. Merci beaucoup à tous les deux. Et une deuxième question maintenant qui est comment est-ce que vous avez impliqué les acteurs locaux, donc que ce soit collectivités, entreprises ou encore résidents, dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie de transition pour faire face au changement climatique? Julien, je vous laisse à nouveau commencer. Hmm. Alors, nous, ça va être assez simple et assez court parce que effectivement, quand on a pris conscience qu'il fallait renoncer, on s'est d'abord intéressé à convaincre et surtout à expliquer à nos parties prenantes, que ce soit publiques et privées, la raison de notre choix. Donc, notre choix, il est concrètement lié à une problématique économique. Et c'est malheureux à dire souvent, c'est que l'impact du changement climatique, il est toujours mené enfin, tout le moins, il y a une compréhension assez aisée souvent du monde économique si, bah, voilà, économiquement, c'est plus viable, quoi. Et c'est pas lié à de l'anticipation nécessairement sur, la problématique, liée à la biodiversité ou la ressource en eau, et cetera. Donc nous, on a mis en place des ateliers de sensibilisation, en interne déjà, au niveau de nos collègues. On est une équipe d'une cinquantaine de personnes. On a également, exposé l'ensemble de ces choix et aussi de ces constats, auprès de nos élus. Donc il faut savoir que la station de Métabier, elle est, propriété, en tout cas, 2 actionnaires principaux sont des collectivités, hein, le département et la communauté de communes locales. Et enfin, on a, informé l'ensemble de nos acteurs économiques, de notre choix et de les raisons de notre choix. Ensuite, on a mis en place des vidéos de sensibilisation, donc qui s'appuyaient encore une fois sur les constats, et qui exposaient potentiellement les projets sur lesquels on devait s'engager. Et puis enfin, on a mis en place, à travers notamment notre démarche master plan à l'échelle du territoire, ce qu'on appelle des ateliers de co-développement. Donc en fait, du partage de la donnée scientifique, et des échanges ensuite déjà dans un premier temps et je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui, il y a un petit état de choc au début quand on prend connaissance de toutes ces données-là et on a fait en fait, en petits groupes de travail, justement un état de notre, état de choc ou du moins des éléments sur lesquels on était assez surpris des conséquences du changement climatique. Ce qui permettait en fait, tout simplement de compléter, l'information transmise et surtout d'expliquer les raisons pour lesquelles ça avait un impact potentiellement demain sur leur activité. Au-delà de ça, après avec ces ateliers de co-développement, on a pu, travailler sur, des thématiques sur lesquelles on était prêt à travailler ensemble, donc travailler sur des modes de coopératifs, secteur privé et public associés et ce qui a permis, d'identifier des thématiques qui sont aujourd'hui des thématiques portées dans le cadre du master plan, qui sortira officiellement, en juin, et qui se base sur des principes de l'économie régénérative. Donc en tout cas, quelque chose qui, on souhaite à terme ne soit plus trop impactant sur l'environnement et qui soit plutôt partant sur des éléments à régénérer notre biodiversité, même si c'est voilà, c'est de l'intention. Merci beaucoup, Julien. À vous, Emmanuel. Alors, du coup, de notre côté, on a une démarche assez similaire, hein, c'est-à-dire plutôt quelque chose autour de la participation du plus grand nombre, de ce qu'on appelle chez nous les parties prenantes. Mais avant cela, il a fallu faire un premier temps un peu particulier. Je dirais qu'on a choisi un sujet qui gratte bien, hein, c'est l'avenir, le devenir de la station, mais dans le sens où était posé sur la table par les élus en réunion publique la possibilité même d'une fermeture quasi immédiate de ce domaine skiable. Alors, je vous en ai pas parlé, mais c'est quand même un domaine skiable qui comporte 14 remontées mécaniques et pour environ 35 km de piste, qui est à peu près l'équivalent, je crois, du collègue de Métabier.
Et à partir de là, il y a un attachement culturel très important aux stations en général. Je pense que vous connaissez la même chose sur votre territoire. Et donc, on a réussi à mobiliser pas mal de monde. Et à cette occasion-là, l'idée, ça a été de leur proposer de travailler collectivement, conjointement, à construire l'avenir de ce domaine skiable. Alors, il y a eu une cinquantaine de personnes dans un premier temps qui se sont mobilisées, qui se sont inscrits. Et comme premier acte fondateur, on a été voir les collègues de Métabier. On a fait un petit voyage à Métabier avec l'idée, en les mettant dans un bus, qu'ils passent du temps ensemble et qu'ils apprennent à mieux se connaître, et notamment entre acteurs privés, mais aussi entre acteurs publics et privés, commencer à construire des interrelations entre ces 50 personnes. À partir de là, on a mobilisé les compétences d'une facilitatrice, alors il se trouve qu'elle d'ailleurs, elle a travaillé aussi chez les collègues de Métabier, qui est venue organiser en tant que tiers facilitateur des ateliers dans lesquels à chaque fois on retrouve l'ensemble des parties prenantes. Et quand je dis l'ensemble des parties prenantes, c'est vraiment des habitants, des loueurs de ski, des moniteurs de ski, des socioprofessionnels de la restauration, etc. Mais aussi sous le format de ce qu'on a appelé un laboratoire vivant. Tous ces ateliers mobilisaient aussi des chercheurs qui, depuis 2 ans maintenant, travaillent avec nous quasiment sur toutes les réunions, et qui amènent un regard, ou en tous les cas, qui essaie d'inviter dans ces travaux-là l'ensemble des acteurs à se poser des questions sur des choses qui peuvent être un peu dogmatiques, et à re-questionner des choses perçues comme acquises. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent qu'un euro investi dans les remontées mécaniques, c'est entre 6 et 7 euros de retombées économiques sur le territoire. Est-ce que sur le territoire de Cœur-de-Chartreuse, est-ce que sur la station, le domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est exactement ce ratio-là? Et ainsi de suite, vraiment d'arriver à poser une situation claire. C'était le fameux diagnostic tout à l'heure dont je vous parlais, un diagnostic robuste. Et puis sur cette base-là, commencer à construire ensemble, à co-construire donc les premières actions, et notamment celle qui était initiale, c'est-à-dire quid de ce domaine skiable. Et à partir de là, aujourd'hui, on a un travail qui représente environ une vingtaine de réunions par an quand même, depuis 2 ans, et qui a permis un certain nombre de résultats dont on va vous parler après. Ok, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous pourriez partager quelques exemples phares d'actions que vous avez mises en œuvre pour amorcer votre démarche de transition? Julien, je vous laisse y aller. Ouais. Bon, je remercie d'abord Emmanuel pour la promotion de Métabier en images qui a été faite sur la présentation. Alors nous, effectivement, comme je le précisais en préambule, nous, on s'est attaché à, à- à quatre items dans le cadre de notre transition. Le plus important pour nous, c'est la ressource humaine, donc c'est l'ensemble des salariés qui constituent le syndicat mixte du Mont d'Or, qui est l'exploitant de la station de Métabier, mais aussi d'un tremplin de saut à ski à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et notamment à travers justement ce qu'on appelle le socle de compétences. Donc en fait, bien solidifier le socle de compétences de l'ensemble de nos agents, de manière à ce que demain, si on doit faire évoluer nos compétences, nos statuts, nos activités au sein même du syndicat mixte, eh bien, on puisse s'appuyer directement sur ce socle de compétences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un mécanicien qui répare des dameuses peut tout à fait réparer des camions. Un menuisier qui fait nos modules en bois pour notre parcours de VTT peut aussi travailler sur de l'aménagement en menuiserie sur d'autres types d'équipements. Donc voilà, un socle de compétences qui est extrêmement important et qui est fondamental pour nous. Ensuite, tout un travail d'accompagnement à la transition de nos parties prenantes, donc à savoir justement tout le secteur privé ou secteur public qui a besoin d'être accompagné, que ce soit aussi bien sur le montage de dossiers, sur l'accompagnement pour travailler sur de l'événementiel hors saison, pendant saison, hors neige évidemment, mais en tout cas saison estivale. Tout un programme jusqu'en 2028 de la maintenance de nos équipements. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe de toute façon qu'on ne renouvellera pas, en tout cas, on ne changera pas nos remontées mécaniques jusqu'à la fin d'activité de notre station. Pour autant, il faut qu'on garantisse un produit neige tant qu'on le peut. Et donc, un maintenance de nos équipements avec un programme qui court jusqu'à presque les années 2030. Un travail sur la gouvernance aussi, un travail sur la gouvernance du tourisme, et là je l'ai traduit tout à l'heure à travers la mise en place justement de ce master plan à l'échelle du territoire du Haut-Doubs, qui est un territoire beaucoup plus large que simple même la station de Métabier. Et puis, enfin, j'en ai encore 2 autres. Un sujet effectivement sur la diversification, mais il faut bien se mettre à l'esprit, et nous on a toujours été très clair là-dessus, c'est que la diversification ne
permettra pas de remplacer le produit ski. Le produit ski est une telle machine à cash, pardon, que l'or blanc porte bien son nom et qu'on ne pourra jamais compenser justement la perte d'une activité de ski alpin ou tout ou partie de cette perte. Donc en tout cas, on travaille sur la diversification pour pouvoir compenser, amortir une partie de cette perte. Et puis, le dernier point sur lequel on travaille de plus en plus, c'est justement sur, nos outils existants, à travers cette diversification. Donc aussi bien sur, appuyer à développer des recettes nouvelles avec nos équipements existants en travaillant sur des produits estivaux ou printemps. Métabier, en tout cas, en ce qui concerne le VTT, est assez connu, dans notre secteur pour ça, mais sur d'autres produits, dans les années à venir. Et puis également sur d'autres usages et notamment au regard de l'agriculture puisqu'on a une retenue collinaire, nous, depuis, une vingtaine d'années et cette retenue collinaire, actuellement, on est en train d'aménager les alentours pour que ça puisse abreuver, des citernes qui sont dans les alpages, puisqu'on a des problématiques, d'accès à l'eau, hein. Le massif jurassien est un massif karstique, avec une grosse problématique, de stockage de l'eau. Il faut savoir que nous, on a évidemment, des alpages avec des génisses en alpage, mais par contre, il y a pas de source ou très, très peu de sources, en tout cas sur nos massifs. Et donc effectivement, on travaille de concert, et en très bonne intelligence, nous, avec nos parties prenantes, externes, si je puis dire, en tout cas nos partenaires comme, l'ONF ou comme aussi bien le SDIS pour la problématique incendie ou, nos agriculteurs et paysans. Donc, il faut sa Merci. non, juste Pardon. pour préciser, j'ai juste précisé que, aujourd'hui, l'enjeu de transition, nous, pour ce qui nous concerne sur la station de Métabier, il va bien au-delà de la question du tourisme, mais en tout cas, il va sur, les usages d'un équipement comme le nôtre au service de son territoire. Merci beaucoup, Julien. Et on finit avec vous, Emmanuel. Alors du coup, juste pour rebondir et compléter et par rapport à notre expérience, alors le ski, c'est pas une machine à cash pour tout le monde. Nous concernant, au niveau de la communauté de communes, c'était plutôt un comblement de déficit de l'ordre de 300 à 400 000 euros chaque année. Et de fait, ça a été un des premiers chantiers sur lequel il y a eu un résultat probant, c'était de désengager la responsabilité et le risque financier de la collectivité autour de cette activité-là. Donc aujourd'hui, on a plus le même périmètre d'exploitation, mais on a deux périmètres plus restreints qui sont exploités par une association. Aujourd'hui, c'est une association donc, qui prend le risque et qui, grâce à ce mode d'exploitation, réussit finalement à faire perdurer une activité ski qu'on souhaitait conserver au sein d'une destination plus globale montagne. Et effectivement, les financements que pouvait mettre la collectivité sont réinjectés sur d'autres projets. Et là aussi, comme le collègue de Métabier, la réflexion, ça a été de se dire, on a une économie locale qui n'est pas composée que de l'activité ski. Elle est aussi composée, et de l'activité neige encore moins. On a aussi d'autres activités touristiques, mais on a aussi une activité agricole qui est significative, une activité forestière avec une filière bois qui est relativement dynamique. Donc, comment on repense globalement ce modèle économique en associant les trois pieds du tabouret pour qu'il y ait une stabilité et un peu comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, une forêt qui est plutôt une forêt mélangée et plus résiliente qu'une forêt monospécifique. Bah là, on est en train de construire un modèle où il y a une interrelation. On a appelé ça une constellation de projets qui sont pas que touristiques, mais bien au sein d'une économie globale du territoire. L'autre élément important qui se dessine, c'est que finalement, cette dynamique à travers la transition, c'est quelque part réécrire la vision que l'on a de ce territoire, comment on a envie de vivre sur ce territoire. Donc, c'est la question de l'habitabilité du territoire et questionner en communiquant autour de cet enjeu de l'habitabilité. On s'est rendu compte qu'on était attractif pour des porteurs de projets. Alors, c'est vrai qu'on est à côté de Grenoble, à côté de Chambéry, donc on a une proximité urbaine assez importante, mais on a des porteurs de projets qui aujourd'hui viennent pour investir sur des démarches hybrides où on va avoir par exemple une part d'hôtellerie avec une part de création d'activités culturelles, artistiques, avec un artiste de renom qui souhaite s'investir parce qu'il a envie aussi d'investir un sujet qui est l'avenir de notre territoire à travers les évolutions du changement climatique, à travers le changement climatique, pardon. Et enfin, un élément important, c'est qu'on a mesuré un petit peu la manière dont les habitants du territoire percevaient ce changement climatique. Est-ce qu'ils avaient une bonne connaissance ou une connaissance limitée des effets du changement climatique sur leur quotidien? Et on a eu le plaisir de découvrir qu'à travers les différents temps de travail que l'on avait pu avoir, on avait aujourd'hui 91% des habitants qui avaient une connaissance assez fine de ces questions du changement climatique et qui, du coup, pouvaient se projeter dans un avenir, même si effectivement l'enjeu d'adaptation n'est pas encore complètement connu aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éléments qui sont riches d'enseignements et très inspirants. On est très reconnaissant pour le temps que vous nous avez accordé durant ce webinaire et on salue ce que vous avez pu mettre en place dans vos territoires respectifs. Et n'hésitez pas, les personnes qui participent en visio, à poser vos questions dans l'onglet Q&R et Emmanuel et Julien pourront y répondre directement. Alors, on est désolé, on a pris du retard, mais on voulait laisser le temps pour cette session regard croisé avec nos deux intervenants. On va vous garder peut-être encore 10 minutes et après, on vous lâchera. Donc, on vient de voyager ensemble dans la Chartreuse et le Jura et on va quand même revenir au Mercantour maintenant puisqu'on l'a vu, le changement climatique, il a déjà des effets sur nos territoires et il va continuer d'en avoir. Et la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on sait à quoi on doit se préparer, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, en tant que gestionnaires d'un espace naturel, c'est essentiel pour nous de nous préparer à relever ces défis. Et nos priorités, elles sont claires, c'est de préserver nos patrimoines tout en conciliant le développement durable et notre résilience face au changement climatique pour garantir un avenir viable et équilibré au territoire. Et donc, c'est pour ça que dans un souci de pragmatisme et d'efficacité, on a choisi de cibler certains sujets comme première pierre de l'édifice de notre plan d'adaptation au changement climatique. Donc, cette sélection de 4 sujets que je vais vous présenter juste après, elle a été le fruit d'un travail croisé entre la vulnérabilité des territoires face au changement climatique et notre capacité d'action en tant qu'établissement public, en tant que parc national. Donc, les 4 thèmes qui ont été retenus dans un premier temps donc, pour cette phase, c'est la gestion des flux et des infrastructures de randonnée, donc pédestres, hivernales, et toutes les problématiques liées à la fréquentation des sentiers et des refuges. Les nouveaux risques liés au changement climatique sur la forêt, donc les risques incendies, risques sanitaires, etc. Et l'adaptation des modalités de gestion. Ensuite, on a aussi la gestion des espèces qui sont vulnérables au changement climatique. Quel est le devenir de ces espèces? Comment on peut gérer ces espèces? Et enfin, le maintien d'un pastoralisme et la préservation de l'environnement. Et c'est là que le parc national a besoin de vous parce qu'on ne peut pas avancer tout seul sur ces thématiques-là. Et en fait, c'est pour ça qu'on aimerait travailler avec vous ou en tout cas avec celles et ceux d'entre vous qui voudraient s'impliquer activement pour trouver ensemble des solutions qui seraient adaptées. Donc, ça pourrait se faire via des réunions de travail, via des contributions écrites ou alors via la mise en place d'une plateforme collaborative sur le site internet du parc où tout le monde pourrait déposer des documents, réagir, peut-être avec une foire aux questions. Enfin voilà. Le principal, c'est que toute contribution est la bienvenue et l'objectif, c'est bien collectivement de chercher des solutions ensemble, d'essayer, d'apprendre et de réfléchir pour progresser collectivement. Je vous propose un petit sondage très rapide qui va au sujet de ces 4 thématiques-là pour savoir est-ce que ça vous intéresserait de participer à une réflexion collective sur ces sujets-là. Donc, il y a les 4 sujets qui sont traités dans le sondage. Vous pouvez les voir apparaître. Je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez y répondre. Alors, ça répond un petit peu. J'attends encore un peu et ensuite je vous partagerai les résultats. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas lu, mais il y avait aussi la question de comment vous souhaiteriez vous impliquer dans ces groupes de travail potentiels ou ces sujets. Donc, par exemple, comme je vous le disais, par des contributions écrites, par des dépôts de documents, peut-être que vous souhaitez être uniquement informé de l'avancée des travaux, peut-être que vous ne souhaitez pas vous impliquer dans la démarche. Enfin, voilà, vous pouvez prendre le temps de relire ces questions et les réponses et de pouvoir répondre à ce sondage. On va vous laisser le sondage jusqu'à la fin de ce webinaire Oui. pour que vous puissiez prendre le temps de la réflexion. C'est un peu abrupt comme ça, direct. Donc, on vous le laisse actif. Et c'est aussi qu'on commence à être pressé par le temps. Mais merci quand même pour vos contributions que je vois déjà à mon écran, mais je vous les partagerai à la fin. Dans tous les cas, le Parc national, on reviendra vers vous pour vous transmettre les prochains éléments, pour poursuivre ensemble ces réflexions. On pourra mettre en place du coup aussi une page ressources sur notre site internet où on verra déjà ce webinaire qui sera disponible, puisqu'il est enregistré actuellement, et globalement toutes les autres ressources utiles. Et je vais maintenant laisser la parole à Aline, qui est la directrice du Parc national, qui va clôturer ce webinaire.
Merci à tous les intervenants et à vous participants qui êtes restés jusqu'au bout. On espère ne pas vous avoir donné une vision trop noire de ce qui nous arrive. Le message n'était pas de vous faire peur, mais au contraire de vous donner envie de vous mobiliser pour répondre à ce nouveau défi. On le sait, les écosystèmes sont de toute façon toujours en dynamique, qu'ils soient humains ou écologiques. Donc là, c'est voilà, c'est juste une variable de plus à prendre en compte. On espère que vous avez partagé ce constat qui est humble. On n'a sans doute pas la vérité infuse, mais on sera amené à prendre des décisions dans un environnement incertain. Et on ne veut pas le faire tout seul. On veut partager ce risque avec vous et prendre les moins mauvaises décisions. Alors, on n'aura peut-être pas les moyens des syndicats mixtes pour réfléchir à tout ça, mais on s'engage en tout cas à revenir vers vous régulièrement pour choisir les bonnes actions d'adaptation qui sont à notre échelle, qui sont sur notre périmètre, qui sont dans notre domaine de compétences. Et pour le reste, on se rapprochera des sachants et des compétents, que ce soit l'ONF, les RTM, les services de l'État, les gestionnaires des risques. Tout ça pour évidemment mieux connaître ces risques, mieux s'y préparer et peut-être réinterroger aussi notre politique de conservation et en faire une politique de meilleure résilience des fonctionnalités de nos milieux. On a aussi des territoires où les solutions d'adaptation devront être davantage fondées sur la nature que partout ailleurs en France, donc aussi des territoires d'expérimentation pour ça. Et du coup, on a envie de vous emmener dans cette aventure. On espère que vous serez fidèles et nombreux pour nous accompagner dans cette démarche. Merci à tous de votre attention et un grand merci aux équipes internes qui ont un peu innové. C'était une première dans cet exercice, donc soyez indulgents sur votre évaluation de l'exercice. On a noté plus de 200 participants et déjà, c'est une belle réussite en cela. Merci à tous et très bonne journée. On clôture quand même par une petite auto-évaluation, enfin une évaluation de ce que vous avez pensé de ce webinaire, étant donné qu'Aline vient de le dire, c'était notre premier webinaire organisé par le parc. Donc ça pourra toujours, les résultats de ce sondage pourront toujours nous aider à nous améliorer pour potentiellement l'organisation de prochains webinaires. Et je remercie encore John et Nicolas pour leurs appuis scientifiques. On a beaucoup besoin de notre conseil scientifique pour la suite et on sait que vous serez au rendez-vous. Tout à fait. Je vois que ça répond bien. Et pour tout à fait clôturer ce webinaire, juste pour vous dire qu'en attendant qu'on puisse mettre en place notre page internet dédiée au changement climatique, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que vous voyez à l'écran et qu'on va peut-être remettre dans le chat pour que vous puissiez la copier et la coller. Je termine le sondage et je vous remercie à nouveau tous et toutes pour votre attention et votre implication dans ce webinaire. Merci à tous et au revoir.